Il y a tellement de pression sur eux, de qui ils doivent être, comment ils doivent gérer, qu'ils veulent encore une fois être rien sur le moment. Parce qu'on attend tellement d'eux qu'ils veulent déconnecter et n'être rien sur le moment. Yeah. Podcast. Salut, c'est Juliette Katz. Bienvenue dans le Podcast, l'émission qui refuse de se taire. Ici, les conversations ne suivent qu'une seule règle, aucune. Des sujets qui divisent, aux vérités qui dérangent. Tout ce qu'on souhaite dans ces échanges, c'est donner l'opportunité à des voix de raisonner. Alors ouvrez vos esprits, car ici on déconstruit, on s'interroge et on repart différemment. C'est ça, le Podcast. Les fantasmes BDSM fascinent autant qu'ils intriguent. Dans cet épisode, nous recevons une invitée hors du commun. Elle est dominatrice et a choisi d'en faire son métier. Elle nous ouvre les portes de son univers, là où soumission et séances de domination se mêlent à une exploration profonde du désir, du consentement et de la confiance mutuelle. Au-delà des clichés véhiculés par l'imaginaire collectif, elle vient déconstruire les préjugés, partager ses anecdotes surprenantes et mettre en lumière la réalité d'un métier souvent mal compris. Préparez-vous à découvrir une autre facette de la sexualité et peut-être à bousculer vos propres certitudes. Bonjour Lilith. Bonjour. Comment ça va ? Ça va. Un tout petit peu stressée quand même, parce que j'ai pas l'habitude de parler dans ce format-là, mais ça va le faire. Et ouais, ça va le faire. Je suis très contente d'être là, en tout cas avec toi. Moi aussi, je suis très contente que tu sois là. Donc, merci. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais dans la vie ? Bah oui, du coup, moi c'est Lilith, j'ai 24 ans. Je suis dominatrice professionnelle, du coup, depuis 5 ans. Depuis que tu as 19 ans ? Ouais. Attends, t'as 24 ? J'ai commencé... Ouais, je viens d'avoir 24. J'ai commencé un petit peu au tout début de mes 18 ans, mais oui, on va dire que professionnellement, ça fait 4-5 ans que je pratique. Voilà. Dans le podcast, on commence d'abord par quelques petites questions. Si tu devais choisir le titre de ton autobiographie aujourd'hui, ce serait quoi ? C'est une question... Il y a deux teams. Il y a ceux qui disent « Oh, mais je sais, j'écoute le podcast tout le temps ». Et d'autres qui disent « Oh, je savais pas qu'il y avait ces questions ». Oui, en vrai, j'ai pas forcément écouté. J'ai vu des extraits, mais... non, donc cette question-là, je m'y attendais pas. Non, j'ai pas forcément pour l'instant. Okay. Franchement, j'ai rien qui me vient en tête, je suis désolée. Bah non, t'excuses pas, c'est pas grave du tout. Quel est le moment où tu t'es sentie la plus authentique dans ta vie ? C'est 3 questions un peu relou parce que parfois c'est pas facile de trouver tout ça. Ouais, c'est ça, surtout spontanément comme ça. Je dirais que c'est vraiment maintenant. Ouais. Tu te sens alignée avec toi ? Ouais, c'est là. Quelle est la chose que tout le monde aime chez toi mais que toi tu comprends pas ? Parfois c'est physique, parce que j'ai confiance en moi, mais en même temps, c'est pas parce que j'ai confiance en moi que j'accepte forcément mon physique ou que je me trouve... je sais que je peux dégager quelque chose, mais voilà. Non, souvent on va me parler de la confiance que j'ai l'air de dégager, non, du fait que je suis ouverte d'esprit, que je suis à l'écoute. Non, là je vois pas forcément quelque chose où je me dis... que je comprends pas, Okay. Ça va plus être physiquement, on va dire. Voilà. C'est très bien. De toute façon, c'est une chose chez toi, le physique fait partie de toi. Voilà. Donc, comment tu décrirais le contexte dans lequel tu as grandi et la façon dont tes parents ont abordé la question du sexe avec toi ? J'ai grandi dans un milieu, on va dire, un peu underground. Mon père est DJ. Ma mère, à ma naissance, elle travaillait plus, mais elle a fait de la radio. Elle a été styliste. Enfin, voilà, j'ai grandi dans un milieu un petit peu artistique. Ma mère a toujours été ouverte au niveau de la sexualité. Enfin, j'ai toujours pu en parler librement. Avec mon père, c'était un petit peu moins ça. Bon, j'imagine que comme dans beaucoup de familles. Enfin, j'ai déjà eu la chance déjà... d'avoir une mère assez libérée à ce sujet-là, qui a toujours répondu à mes questions, qui est même venue vers moi, en fait, pour me parler de la sexualité. Alors, de manière quand même plutôt saine, entre guillemets, sans trop m'en dire, mais en me parlant de consentement très jeune, en me disant que ça pouvait être beau, que en me parlant de mon corps, elle m'a toujours dit que fallait que j'explore aussi de mon côté si j'étais à l'aise. Trop bien. Par exemple, elle me disait de même regarder dans un miroir, ma vulve, on a très vite parlé de ces sujets-là quand je me sentais à l'aise aussi. Oui, pour en faire un non-sujet, quoi. Voilà. Elle n'est pas venue en m'imposant ça, mais en tout cas, ça a jamais été, ça a jamais été tabou. En même temps, c'était pas too much non plus. C'était pas, on parle de cul, on en rigole. Mais en tout cas, elle pouvait répondre à mes questions. Elle m'a toujours parlé de ça de manière saine et bienveillante. Et voilà, ce qui m'a donné envie du coup d'explorer. Ouais, toi, t'as été curieuse relativement tôt, vite. Oui, je vois les grands yeux. Je sais pas. Oui, pour moi, c'est tôt. Après, quand j'écoute certaines copines, je me dis ok, c'était pas si tôt. Alors, c'était quoi ? Vers quel âge ? Pour moi, mes premiers souvenirs, par exemple, de masturbation, c'était à 12 ans. Donc,
Pour moi, c'est ni tard ni trop tôt. Ouais. Voilà. Je pense que ça dépend tellement chacune. Pour moi, c'est pas un truc de ouf. Voilà, ouais. Voilà. Mais j'ai des copines, elles me disent à 6 ans. Alors, je pense qu'à 6 ans, oui, je devais inconsciemment me frotter ou quoi. Mais les premiers souvenirs que j'ai. Moi, j'ai l'impression que vers 6-7 ans, c'est plus de la découverte. Voilà, c'est quoi ça? Mais tu conscientises pas la chose. Donc, parce que pour moi, le plaisir, encore une fois, tout ça, c'est propre à chacun. Mais pour moi, la notion du plaisir je le fais parce que je sais que ça me fait du bien. Ça vient plus tard, c'est ça. Donc c'est pour ça que je dis que moi, mon souvenir, c'est vraiment à 12 ans, parce que j'ai ce souvenir-là d'avoir eu envie et de découvrir la chose et de le faire consciemment, on va dire. Après, avec mes copines, moi, à l'école élémentaire, tout ça, on parlait pas trop de ça. De toute façon, ça m'intéressait pas trop. Enfin, je me rappelle que je pouvais être même très gênée. C'est-à-dire que mes copines, elles voulaient jouer genre au papa et à la maman. Et moi, je trouvais ça trop bizarre. Et en fait, je me disais, mais je veux pas être une maman parce que ça voudrait dire que j'aurais fait des choses avec un homme. Enfin, j'étais déjà un peu prude. D'accord. Bon, après, c'est normal, j'avais 7 ans. Ouais. Mais oui, après, on n'en parlait pas trop, honnêtement. Je me rappelle qu'il y avait une fille de ma classe qui nous avait demandé un jour si on avait eu déjà des papillons dans le bas du ventre ou quoi. Et ça m'avait pas surprise, mais par contre, j'avais pas ressenti ça, donc voilà. Mais je sais que c'était un peu tabou, quoi. Les filles étaient non, jamais, on n'a jamais ressenti ça, de quoi tu parles. Ça m'est venu plutôt du coup vers la 6e, où j'avais des copines en fait qui m'ont parlé un peu de pornographie, en fait, qui avaient découvert ça. On avait fait genre des jeux sur l'ordinateur, il y avait des jeux hentai, donc je me souviens qu'elle m'avait montré un peu des jeux et je crois une vidéo. Et au début ça m'avait un peu, alors ça m'avait pas choqué, mais ça m'avait pas forcément intéressée. Je me dis bon, qu'est-ce que c'est, je sais pas. Je me rappelle qu'une fois, donc j'avais une copine qui était venue chez moi et pareil, elle m'avait remontré un truc comme ça. J'étais en bon. Et en fait, elle est partie et la page, elle était restée ouverte. Et j'ai commencé à explorer un petit peu de moi-même. Et je me rappelle être tombée sur une vidéo. Mais en plus, c'est marrant parce que c'était un BDSM, en fait. Mais c'était plus concentré autour de la femme. Et je me rappelle que j'ai commencé à sentir justement une petite chaleur. J'étais un peu gênée. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? J'ai fermé mon ordinateur, sauf que je faisais que penser à ça. Et genre, je l'ai rallumé. T'avais vu quoi? Dans mes souvenirs, c'était une femme, en fait, qui se faisait caresser, etc., par plusieurs hommes. Voilà, genre, ils avaient des vibres, enfin, plein de trucs, en fait. Elle était un peu le centre de l'attention, et c'était du BDSM, mais en même temps, c'était très sensuel. Voilà, il y avait, de mon souvenir, c'était ça. Et donc c'est le premier souvenir que j'ai un peu, genre, où ça m'a excitée, où, voilà, je me suis masturbée consciemment, où j'ai consommé, du coup, du porno. Donc t'as réouvert, donc t'as commencé à regarder la suite, et donc t'as continué à regarder. Ouais, j'ai regardé. Et que dans ce style-là. Ouais. Bon, c'était au début une femme, les femmes qui se faisaient dominer, mais parce que il y avait que dans la société déjà. En général, c'est surtout l'image qu'on a, surtout dans le porno, on va pas se mentir. Surtout à l'époque, quoi. C'était quoi, il y a 12 ans du coup. Donc mais ça m'a direct intriguée. Du coup, pas forcément le fait que ce soit la femme qui se fait dominer, je pense que c'était tout l'esthétique et aussi l'attention qu'il y avait derrière qui m'a plu. Ça avait l'air plus intense que ce que je voyais en fait. Les autres porno, enfin plus mainstream, on va dire, donc plus basique entre guillemets, enfin des pratiques, voilà, ça t'excitait, ça t'intéresse pas, quoi. Il y avait pas forcément d'intense, enfin c'était intense, mais l'échange entre les personnes m'intéressait pas. C'était très animal, enfin très bizarrement, alors que là je parle de BDSM, on va croire que ça peut être plus animal, mais justement ce que je voyais... Oui, c'est vrai, parce que pour moi le BDSM, il y a une forme de domination et de soumission, alors que là, si que tu dis, en fait, il y avait plein d'hommes autour d'elle qui la caressaient, que machin, je vois pas du tout du BDSM là-dedans, moi. Il la tenait, si, pour moi, c'est une forme de BDSM. En fait, le BDSM, c'est très vaste. Oui, bien sûr. On en parlera aussi plus tard, mais si, pour moi, en fait, comme ils la retenaient, ils étaient sur elle, en fait, avec des vibros, des plusieurs ustensiles. Si, c'est quand même une forme de BDSM, parce qu'il y a une restriction, il y a un lâcher prise, elle s'abandonnait à eux, donc pour moi c'est quand même une forme de BDSM qui est soft, on va dire. Et pendant l'adolescence, comment t'as évolué dans ton rapport au sexe, à ton caractère aussi, tu vois, comment ça s'est passé? Du coup, après ça, quand j'avais 12 ans, j'ai subi une agression. Alors, je suis pas forcément très à l'aise d'en parler. Je sais pas à quel point ça a vraiment construit ma sexualité. Enfin, je sais que ça m'a un petit peu perturbée au début. Bon, d'ailleurs, je pensais que j'allais devenir lesbienne, que j'allais plus approcher les hommes, plus leur faire confiance. Alors qu'au début, il y a eu un truc où je me suis un peu renfermée à ce sujet.
sujet-là. Et ensuite, j'ai décidé de m'ouvrir quand même et que ça allait pas... En fait, je sais pas, je me suis dit, là, ce qu'on me donne, c'est pas terrible. J'ai vécu une mauvaise expérience et je pense que derrière, faut que je cherche et que j'approfondisse et que je me réapproprie mon corps et que, voilà, je suis sûre que ça va être bien et... parce que moi, j'avais cru comprendre, là, dans ce que tu disais, que avec cette expérience que tu as vécue d'agression, la sexualité, elle a tourné autour de ça. C'est ça que j'avais compris là. Au début, justement, ça m'a un peu freinée. Ouais. J'ai eu peur, je me suis dit... moi, j'ai été limite dégoûtée, en fait, par le sexe et tout ça. Et jusqu'à ce que je déconstruise un peu la chose et que, je me dise que je vais me réapproprier justement ça. Donc, non, au début, c'était plus une gêne et j'avais peur de me renfermer et de plus jamais prendre de plaisir ou voilà. Et au final, non, je me suis ouverte et peut-être que je me suis, du coup, hyper sexualisée aussi. Après ça, j'ai l'impression que c'est souvent le cas quand t'es victime de violences sexuelles, surtout... jeune, enfant. Mais ouais, j'ai un peu eu les deux cas, quoi. Le cas où je me renferme, ou voilà, et ensuite le cas où je hypersexualise. Mais c'était, je pensais que j'allais reprendre un peu le pouvoir dessus. C'était un peu cette manière-là pour moi, en tout cas. Donc c'est sûr que j'ai démarré ma sexualité avec ça. C'était pas fou, mais je me rappelais aussi de ce que me disait ma mère, de ce que que ça pouvait être beau, que ça pouvait. Moi, je me disais ce que j'ai vécu là, c'est pas du sexe. C'est pas ça. Donc c'est pas de l'amour, quoi. Ouais, c'est pas de l'amour, c'est pas bienveillant, c'est pas. Je suis contente quand même d'avoir essayé d'explorer, d'aller un peu plus loin. Après, quand je dis que je me suis hypersexualisée, ça va, mais c'est juste que ensuite, j'ai commencé assez tôt, quoi, vers 14 ans. Pour moi, c'est tôt. À 14 ans, à faire l'amour faire l'amour. Moi, c'était assez tôt quand même. Après, j'avais un petit copain à l'époque. Et alors, les premières fois, ça se passait comment ? Les premières fois, moi, je me rappelle ma première fois. Donc, j'avais un petit ami, on se fréquentait, depuis pas si longtemps. Et en fait, ça me fait rire parce qu'il me parlait tout le temps, en gros, de son anaconda. En fait, il faisait des blagues sur le fait qu'il avait genre un gros sexe. Moi, je m'en foutais, mais ça me faisait rire. Et un jour, je me rappelle qu'on était chez lui, puis on rigolait, et je sais plus, genre, je lui ai dit, vas-y, montre-le-moi, quoi. Et en fait, il me l'a montré, et bon, c'était pas du tout... T'étais déçue ? Ouais, j'étais déçue. Bon, déçue. C'est juste qu'il m'en parlait tellement... que tu t'attendais à un truc énorme. Ouais. Et en fait... ok, d'accord. Ouais. Mais ce qui m'a... J'ai souvenir où c'est moi qui ai initié la chose. Bon, alors, il était ok, il était ouvert, mais... À 14 ans ? Ouais. Où c'est moi qui lui dis, vas-y, genre, on le fait sur ton bureau. Voilà. Mais c'est le premier souvenir que j'ai, donc en dehors de cette agression que j'ai vécue, voilà. Tu l'as vécu à quel âge ? L'agression ? À 12 ans, quand j'étais en 6e. Et pour moi, c'est important du coup de me dire que ça, c'est pas ma première fois. Hein. Ma première fois, pour moi, c'est la première fois où j'ai... Ouais, je trouve ça... T'arrives vraiment à l'intégrer, ça ? Maintenant, oui. Parce que moi, j'ai vécu pareil que toi. Ouais. C'est la première fois. Ouais. J'ai été dépucelée en subissant un viol. Ouais, je crois que j'ai encore du mal à me dire que c'est pas ma... non, c'est pas ma première fois, t'as raison. Je comprends. En même temps, c'est la première fois. Pour les gens, la première fois, c'est la première fois où tu fais ça. Oui, mais si t'en as pas envie, que t'en es pas consciente... Non, je suis d'accord. Moi, j'ai pas... Mais après, je comprends, tu vois. C'est difficile de se le dire. Hein. Moi, ça a été compliqué, mais c'est une manière de me réapproprier aussi ma sexualité. Et bien sûr. La chose, et me dire, non, ma première fois, c'est pas ça. C'est la première fois où moi, j'en ai eu envie. Même si, pour la société, oui, la première fois, c'est la première fois où tu fais du sexe, quoi. Mais si c'est pas consenti ou quoi, pour moi, c'est... Et donc, cette première fois, vous le faites sur le bureau. Ouais. Et c'est cool ou pas ? Ouais. Franchement, c'était cool. J'ai pas ressenti vraiment de plaisir, honnêtement. En fait, j'ai mis un peu de temps quand même à ressentir du plaisir. Alors moi, je me touchais, je me masturbais, je connaissais mon corps, mais... Tu te touchais souvent ? Ouais. Franchement, quand j'ai découvert ça, je crois que je suis devenue accro limite. Je me touchais très souvent. Il y en a beaucoup qui deviennent accro à ça. Ouais. J'ai des souvenirs, même aujourd'hui, je me dis, waouh, j'ai plus ces sensations-là quand même, mais c'est normal. C'est au début, c'est la découverte. T'es à fond, tu ressens tout encore plus fort. Voilà. J'ai pas vraiment pris de plaisir. Après, très vite, j'ai commencé à émettre l'idée que je voulais me masturber. Je sais que très tôt, j'ai été libérée sur des sujets où on n'en parlait pas. Où ça venait de moi-même, en fait. De moi-même, j'avais vu ça nulle part, mais de moi-même, je me disais, moi, je connais mon corps, je sais comment me faire du bien, pourquoi je vais... j'ai envie de me toucher, quoi. Et je me souviens, mon petit copain de l'époque, il me disait, mais non, ça va pas, il y a que moi qui dois
qui doit te donner du plaisir. Ah, c'est marrant, il avait quel âge lui? Il avait 14 ans, pareil. C'est marrant, quoi. Ouais, il disait bah non, c'est souvent ça, même encore aujourd'hui avec des mecs plus âgés. Moi, je ressens pas ça, mais je sais que c'est un peu un tabou parfois, quoi. Et je me rappelle, j'avais trouvé genre un espèce de petit vibro au supermarché. Je voulais l'acheter. Bon, je sais même pas si j'avais l'âge, mais je lui en ai parlé. Il était là, ah non, surtout pas. Hein. De toute façon, c'est que entre nous, il y a que moi qui dois te donner du plaisir. J'étais en mode. Et déjà, ça me heurtait. C'est étonnant. Bah non. Enfin, je comprends pas. Mais ouais, j'ai toujours voulu explorer en fait plus loin. En fait, je cherchais toujours ce que j'allais vraiment aimer. Enfin, j'avais pas des expériences forcément mauvaises, mais c'est vrai que j'avais pas forcément de plaisir ou quoi. Mais je me disais, c'est pas ça. Il y a quelque chose là-dedans que j'ai trouvé un jour. Ça, je me suis toujours dit. Parce que je me disais, les adultes, ils adorent ça. Il y a tout un truc autour de ça. Ouais. Mais en même temps, les premières images pornographiques que t'as vues, c'était autour du BDSM. Ouais. Et est-ce que du coup, quand tu continuais de te masturber, tu t'allais regarder des images comme ça? Ouais, honnêtement, les seuls pornos que je regardais, c'était des trucs un peu BDSM. Bah donc forcément, si c'était par ça que t'étais attirée et qu'avec ton mec, c'était genre tout l'opposé, quoi. Ouais. Bah forcément, tu te fais chier, quoi, au bout d'un moment. C'est juste que j'avais peut-être pas fait le rapprochement. J'avais pas fait le lien. Déjà, je sais que moi, j'ai très vite pris les devants. Enfin, très tôt. Ça, j'aimais bien prendre les devants. C'est-à-dire être à l'initiative de on le fait. Enfin, comme je te disais pour ma première fois, où genre, il était OK, mais moi, j'ai pris les devants, j'ai un peu rigolé quand il m'a dit, ouais, l'anaconda. Enfin, voilà, je sais que, par exemple, j'ai eu beaucoup d'expériences où j'ai pas forcément couché avec des mecs, mais genre, ils me faisaient des cunis. Et j'aimais trop. Et en fait, parfois, ils le faisaient mal et j'avais pas forcément de plaisir. Mais le fait qu'ils le fassent, que je leur tienne la tête, ou je sais pas, j'aimais trop. Que tu domines un peu le truc. Ouais, alors j'avais genre 14-15 ans. Mais j'aimais trop ça, en fait. Alors pour moi, c'est pas forcément dominant. En fait, la domination, on peut l'avoir où on veut aussi. Exactement. Mais pour moi, ça l'était quand même parce que, surtout à cet âge-là, il n'y avait pas beaucoup de mecs qui avaient envie forcément de faire ça ou quoi, et qui venaient vers moi me dire j'ai envie, tu dégages ça. Donc, ça me plaisait, et du coup, parfois, je couchais même pas avec mais il y en a qui me faisaient des cunis, quoi. Et même si je prenais pas de plaisir, j'essayais, mais j'avais envie qu'ils le fassent. Enfin, je sais pas, je me disais, tiens. Est-ce que tu te souviens du moment où tu as compris qu'il existait un univers spécifique autour du BDSM? J'allais dire tard, mais en fait, tout est relatif. Tard pour moi. En fait, tu vois, parce que tout à l'heure, on dit, tôt, finalement, c'est pas si tôt de se masturber à 12 ans. Après, je me dis, peut-être que si. Si. En fait, tout dépend du regard, parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui regardent cette vidéo, qui écoutent et qui disent, putain, c'est mes gâteaux, moi, je l'ai fait à 20 ans. Exactement. Donc, moi, j'ai des copines qui l'ont fait très tard, autant que j'ai des copines qui l'ont fait très tôt. Ouais, tout est relatif. Mais tard, on va dire, par rapport à moi, ma découverte de la sexualité. Quand j'ai découvert vraiment qu'il y avait un monde autour de ça, j'avais presque 18 ans. Alors c'est tôt, hein, mais on va dire que là où j'ai découvert un peu le BDSM, en tout cas par des vidéos, etc., et que j'explore mes envies aussi de mon côté, voilà, ça a pris donc jusqu'à mes 18 ans, on va dire. Et alors comment t'es arrivée à t'intéresser à ça? En vrai, je m'y suis pas vraiment intéressée de moi-même. Je sais pas, en fait, ça c'est un peu venu à moi, mais c'était comme une évidence. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait le lien parfois, pourquoi j'ai pas exploré plus de mon côté, ou j'aurais pu en fait chercher, mais je l'avais pas vraiment fait à part dans des vidéos ou quoi. Mais par exemple, même j'avais pas vu de vidéo où des femmes dominaient des hommes. J'avais pas trop cette image. C'est pour ça qu'aussi avant j'étais quand même un peu intriguée par le BDSM, mais j'arrivais pas à concevoir parce que je voulais pas me soumettre en fait, je voulais dominer. Et donc ça, je l'ai compris que à 18 ans. Où en fait il y a un mec qui était venu sur Instagram, on avait genre des potes en commun, parce que moi j'ai toujours eu un look un peu fétiche, où j'ai toujours mis des trucs compensés ou des jupes, je me suis fait tatouer assez jeune, tu vois. Là, par exemple, pour moi je suis habillée totalement normalement, quoi. C'est normal, j'ai pas fait un effort de fou pour le podcast. Pour moi d'ailleurs je suis même pas en mode dominatrice là, hein. Alors oui, il y a du cuir, mais j'ai d'ailleurs été un peu harcelée au tout début de ma scolarité. Parce que tu t'habillais comme ça? Pas que, mais par rapport à mon look, par rapport au fait que j'ai été harcelée. Après ça s'est très vite... j'en ai très vite eu marre. En fait, j'avais changé de collège, donc en 5e. Je suis arrivée dans un collège, j'étais nouvelle, les gens ils avaient déjà tissé des liens, ça faisait 1 an qu'ils étaient au collège, tout ça. Et j'étais un petit peu la cible en fait. Au début, j'étais très timide, en plus via ce que j'avais vécu, etc. J'étais très renfermée sur moi, surtout que j'avais changé de collège à cause de cette agression-là. J'avais pas choisi en plus où est-ce que j'allais. Et donc, je suis arrivée un peu timide, assez renfermée, où j'avais mon style quand même, mais c'était timide. Et donc, je me faisais harceler par des mecs ou par les meufs. Même, j'avais des lunettes, etc. Et on me disait, genre,
que j'étais moche parce que j'avais des lunettes. Oh là, c'est chiant les gamins, franchement, quoi qu'il se passe, il y a toujours de l'insulte. C'était vraiment, voilà, j'étais moche parce que j'avais des lunettes. Oui, bien sûr. Je vois que ça parce que quand j'ai enlevé mes lunettes, bizarrement, je suis devenue genre un peu la belle gosse. La belle gosse. Enfin, quand je me suis révélée un peu, que j'ai changé de style, que je me suis affirmée. Okay. Et donc j'ai ce souvenir où j'étais donc au collège en cours de maths et genre il y a un mec qui m'harcelait tout le temps et je m'enfermais dans les toilettes puis j'en avais marre en fait. Et il m'harcèle encore et je sais plus ce qu'il me dit. Et je me suis retournée. Bon, c'est pas bien, mais j'avais des grosses calculatrices là, Casio, et je lui ai jeté sur la figure. Enfin, je l'ai frappé avec. Et c'est horrible, hein, mais en fait, j'en pouvais plus, quoi. J'en pouvais plus. Et là, je me souviens avoir crié, enfin, avoir dit non, mais plus jamais. J'ai pété un câble. En fait, j'en pouvais plus. J'en tremblais. D'ailleurs, ils voulaient me virer, mais au final, quand je leur ai expliqué, en fait, ils m'ont vu que j'en pouvais plus. En fait, que oui, j'avais été violente, mais parce que parce que tu subissais aussi de l'harcèlement. De la violence. Ouais. Après ça a totalement changé. Je me suis affirmée. J'ai enlevé mes lunettes. Puis je me suis affirmée en fait dans le look que j'ai toujours voulu porter parce que voilà, je voyais des nanas sur internet ou quoi avoir un style un petit peu gothique, un peu et donc j'ai osé en fait enfin et voilà. Et donc, à tes 18 ans, du coup, t'as commencé à découvrir un peu plus le monde du BDSM. Ouais. Et qu'est-ce que tu disais avant de parler de l'harcèlement ? T'avais pas rencontré un mec ou je sais pas. Si, voilà, désolée, on part un peu dans tous les sens. Mais parce qu'en plus, tu me parlais de mon enfance, etc. Et j'avais omis ça. Et je trouve ça intéressant d'en parler aussi. Voilà, que je passais un peu de l'harceler à, voilà, j'ai confiance en moi. Donc, voilà, par rapport à mon look, à partir de ce moment-là, j'ai toujours eu ce look-là, cette esthétique-là, et confiance en moi, du coup. Enfin, je me suis toujours dit, c'est pas aux autres de m'imposer qui je vais être. Enfin, même si, comme je disais, j'ai pas forcément confiance en mon physique, c'est pas pour autant que j'ai m'écraser, que j'ai pas existé. En fait, ça me regarde moi, et c'est pas aux autres de me dire comment je dois me sentir, en fait, par contre. Et donc voilà, donc j'ai eu cette esthétique, ce look, et un peu, voilà, je dégageais quelque chose. Moi, j'avais déjà des potes qui m'ont dit, je sais pas pourquoi, j'ai envie de me mettre à genoux. Quand je te vois, j'ai envie de... Ouais, j'avais déjà eu des petits échos un peu comme ça. Et tu trouvais ça bizarre ou ça te plaisait ? Non, justement, ça me plaisait. Ouais, il y a souvent des mecs qui, se laissaient un peu... Ouais, c'est pour ça que je prenais les devants, mais on me laissait prendre les devants aussi, c'était très naturel. Et donc, il y a ce mec sur Instagram qui est venu et qui me proposait de l'argent. Enfin, je sais pas, au début, il me parlait de shopping et je comprenais pas. Je dis, quoi, enfin, ok. Tu me donnais de l'argent pour que j'aille m'acheter des fringues ? Oui, voilà, mais je comprenais pas. Je sais pas, j'étais ok, ouais. Et en fait, il me dit, donne-moi ton PayPal. Bon, j'avais pas PayPal, je dis, j'en parle à un pote et tout, je dis tiens, il me dit on sait jamais, fais-toi un PayPal et envoie-lui. Je dis bon, tu crois, ok. Je me fais un PayPal du coup et je lui envoie et là je reçois 200 €. Et moi j'avais à peine 18 ans, j'avais jamais eu trop de sous, mes parents ils étaient pas pauvres mais on n'a jamais eu trop de sous non plus, enfin voilà. Et donc ma première réaction c'est même pas de me dire waouh trop bien et tout, c'était de me dire qu'est-ce qu'il veut en fait, pourquoi. C'est bizarre. Oui, c'est vrai que c'est étonnant de recevoir de l'argent comme ça alors que t'as rien demandé. J'avais peur limite. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il va me demander derrière Pourquoi je me posais plein de questions, quoi. Il a commencé à me dire parce que tu mérites, t'es une déesse. Je suis en mode ok. C'est vrai, j'aime bien. Et ensuite, on a commencé un petit peu à discuter. Et il voulait que je prenne un peu contrôle sur sa vie, sur lui. Genre, il me demandait que je lui donne des ordres, que je l'humilie. Mais ça, c'était que par écrit ? Ouais, que par écrit. Donc c'était via Instagram. Et ça m'a tout de suite plu. Et en fait, j'en ai parlé à un pote. Et il m'a dit c'est un money slave. Tiens, il y en a d'autres. Donc au début, j'ai démarré comme ça. Parce que ça, c'est un peu le cliché. Pour moi, c'est comme ça que j'ai découvert cet univers-là, du coup. Mais voilà. Pour moi, c'est pas la base du BDSM. Attention. Money slave. Money slave, ouais. Ça veut dire qu'en gros, c'est quoi exactement ? Un money slave, c'est un soumis qui aime, ou pas que, mais oui, en général, c'est plutôt des soumis qui aiment, money slave, il y a slave, donc esclave, qui aime donner de l'argent, en fait, qui est excité par le fait de payer genre une jolie fille, payer le shopping, ou même parfois se faire humilier par rapport à ça. Mais genre, c'est quoi concrètement ? Qu'est-ce que tu dis ? Ça dépend, il y en a, ils te donnent du fric sans que tu fasses rien en échange, mais attention, je parle de ça, mais c'est un peu le cliché, et c'est quand même rare. Et puis pour moi, c'est pas ça forcément le BDSM, ça rentre dans une sphère. On prend vraiment l'exemple mais parce que je veux pas qu'il y ait forcément des jeunes filles qui m'écoutent et qui se disent je vais faire ça, c'est facile, money slave, trop bien en fait. Mais oui, il existe quand même des mecs qui aiment raquer, on va dire, donc donner de l'argent, donc des offrandes, on appelle ça aussi, ou
payer ton shopping ou quoi. Et donc il te demandait en échange par écrit de l'humilier un petit peu. Ouais, après il me demandait même pas en échange, hein, c'était naturel. Hein, parce que, mais alors ça t'a pas fait bizarre les premières fois? Non, parce que directement je me suis sentie... je me suis dit, c'est ça qu'il me fallait en fait. Mais tu lui disais quoi? Je lui disais, je sais plus exactement, mais je sais que je contrôlais un peu genre tout ce qu'il devait manger, quand est-ce qu'il avait le droit de faire telle chose, même d'aller dormir. Okay. Je lui imposais un petit rituel avant d'aller dormir, genre de se mettre à genoux, de me prier. Okay. Voilà, donc j'ai des souvenirs. Tu sais pas s'il le faisait? Si, il m'envoyait des preuves, hein, par contre, des photos. Tu demandais des preuves? Ouais, oui. Bon, quand je donne des ordres et que je suis pas là, enfin que c'est en virtuel, je demande quand même des preuves, hein, parce qu'on sait jamais. Et je trouve ça excitant. Ouais, honnêtement. Alors, sur le moment, pas forcément sexuellement, à ce niveau-là, en tout cas, de donner des ordres comme ça. Mais j'avais une forme d'excitation plus psychologique. Je suis la queen. Physique. Ouais. Et moi, j'aimais trop contrôler, en fait. Moi, j'ai du mal à lâcher prise. Donc, pour moi, contrôler, c'est trop bien. Parce que, c'est plus facile pour moi de contrôler que de perdre le contrôle, honnêtement. C'est très juste. Voilà. C'est très juste. Et donc, après lui, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu t'es dit, tiens, j'aime bien faire ça, j'ai envie de recommencer? J'avais envie de creuser, surtout tout ce qu'il y avait derrière, plutôt. Donc, oui, de recommencer, mais tout de suite, je me suis dit, il doit y avoir quelque chose derrière. C'est pas que ça, en fait. C'est pas que un money slave, quelqu'un qui te file du fric. Enfin, c'est facile, quoi. Ça va plus loin que ça. Et donc, je me suis inscrite sur Internet, sur Twitter. Et de là, j'ai vu tout un univers, donc une communauté, donc des dominatrices. Quoi, t'as tapé BDSM Je sais plus comment c'est. Je me suis inscrite déjà, Non, j'avais un pote à qui j'en avais parlé, mais lui qui était gay et qui faisait ça. Et donc, il m'a dit qu'il dominait un peu des mecs et tout. Okay. Oui, j'en ai parlé. Il m'a dit tiens, il y a Twitter, donc je pense que je me suis inscrite et puis j'ai dû suivre un ou deux comptes qui suivaient et de fil en aiguille tomber sur d'autres personnes, etc. Et tout de suite, j'ai vu que je voulais aller beaucoup plus loin que ça, en fait, que un mec qui me file du fric. Enfin, oui, ça fait chier. Enfin, c'est sympa, mais tu t'ennuies un peu. C'est sympa, mais moi, dans ce que, non, très tôt, j'ai découvert que je voulais aller plus loin que ça, qu'il y avait plein de pratiques et tout un esthétique qui me plaisait beaucoup, en fait. Alors, c'était quoi les pratiques qui t'excitaient, qui te donnaient envie? Il y avait plein de choses, c'est surtout au début l'esthétique et ce que je voyais en fait c'était beaucoup plus profond en fait. Il y avait des pratiques comme le réel en fait, déjà aussi ça me faisait peur au début, mais en même temps je fantasmais un peu ce truc là, donc d'avoir un soumis vraiment en réel à mes pieds. Et au début, en termes de pratique, je sais pas vraiment ce qui m'a... En fait, tout m'intriguait, tout me plaisait. J'avais envie de tout creuser, en fait. Voir certaines matières, voir du matériel, les voir... se soumettre comme ça. Donc en fait, ce qui t'intriguait, c'était, tu disais, les matières, les accessoires, et aussi ce truc de l'impact. Donc les jeux d'impact, parce que quand je voyais les accessoires, c'était souvent ce qui revenait un petit peu. Donc t'avais des cravaches, des fouets, t'as des martinets, t'as plein de choses, voilà. Et j'aimais bien voir ça. J'aimais aussi le jeu, un peu de voir leur soumission vraiment dans leurs yeux. Enfin, je sais pas comment dire, voir cette peur. Cette peur et cette excitation en même temps. Ce que j'aime, c'est qu'il y a une peur, mais il y a une excitation derrière. Mais il n'y avait pas ce truc de « Ah, mais moi, j'ai envie qu'on me fouette, j'ai envie d'être soumise. » Honnêtement, non. T'as jamais eu ce truc-là, quoi. Non. Maintenant, je n'ai pas envie d'être soumise, mais j'ai testé des trucs. Honnêtement. Au début, ça m'intriguait pas du tout. Mais alors justement, revenons à ce début, on en parlera après. Voilà. Donc finalement, tu commences à dire, moi j'ai envie d'être dans le réel, j'ai envie de voir un peu plus, etc. Exactement, j'ai envie de creuser parce qu'au début, je ne sais pas, parce que je vois, je me dis, il faut que je teste des choses, alors doucement, parce qu'il y a des pratiques qui peuvent être dangereuses. Ça, j'ai directement intégré que par contre, que c'était pas que pour rigoler, enfin voilà, qu'il y avait tout un univers derrière, qu'il y avait des pratiques qui pouvaient être dangereuses. Fallait vraiment que j'explore en fait et que j'y aille quand même doucement. T'as commencé à explorer? J'ai commencé à explorer, je mettais 2-3 petits posts, des petites photos de moi et ensuite... Sur Twitter? Ouais, sur Twitter. Et tu mettais des posts, c'est-à-dire des photos Je mettais des photos avec une certaine esthétique, de ce qui me reflétait. Donc j'avais des matières, j'avais des bottes, tout ça. Je mettais des photos de moi. C'est quoi les matières qui te plaisaient et qui te plaisent? Alors, qui me plaisent, à l'époque, j'en avais pas, j'avais pas les moyens, mais j'adore le latex. C'est très chiant à mettre, non? C'est chiant. Et c'est très chiant à retirer. Moi, ça me fait penser à la scène dans Friends.
où il met son... Tu n'as pas vu cette scène? Non, avec Ross, où il met son pantalon en latex et il y arrive pas parce qu'il va être excitant, je pense, pour sa meuf, un truc comme ça, je sais plus. Et il met de la farine, je pense, dans son pantalon. Oui, il faut mettre du talc. Oui, du talc, voilà. C'est horrible, faut soit mettre du talc, soit du lubrifiant, mais oui, effectivement, alors t'as maintenant des latex qui sont parfois plus faciles à enfiler. Bon, tout ce qui est 4/8, donc tenue totale, laisse tomber, c'est vraiment... Et t'en mets ça parfois? Ouais, j'ai plein de choses. Ouais, mais c'est galère, mais en fait, j'aime tellement la sensation sur la peau, j'aime tellement le toucher, j'aime tellement ça que je suis... Puis pour moi aussi, il y a toute une mise en scène, en fait. Voilà, pour le soumis, je vais dire aussi le client, mais voilà, c'est pas que des clients. Attends, parce que moi, avant de parler du client, parce que t'as commencé à être intriguée, à vouloir aller découvrir un peu plus, donc tu fais des posts, et après tu vas rencontrer dans le réel, mais en te disant juste je veux explorer ma vie sexuelle. Ouais, ou alors très vite tu dis non, moi je veux que ça devienne mon métier. Tu vois à quel moment Alors c'est venu vite, mais pas au tout début quand même. J'ai parlé avec un mec, c'était un soumis allemand. On parlait donc en anglais, c'était un peu compliqué parce que moi je comprends l'anglais tout ça, mais bon, j'étais pas bilingue non plus quoi. Mais on a quand même pas mal échangé et en fait on a beaucoup exploré tous les deux. D'abord par message, on se parlait beaucoup de nos envies. Lui il avait plein d'envies mais pas beaucoup d'expérience, et donc on échangeait beaucoup. C'est un peu lui qui m'a fait découvrir certaines choses. Enfin voilà, je lui donnais des punitions aussi au début, c'était que du virtuel parce que de toute façon il n'habitait pas en France, il était en Allemagne. C'était quoi les punitions? Donc je lui faisais copier des lignes, il me faisait des poèmes, il m'achetait des belles tenues. Ouais, c'était soft au début. Voilà, il m'écrivait des poèmes. Je lui faisais faire quand même je lui faisais faire des choses humiliantes quand même. Hein, genre quoi? Genre lécher les toilettes ou à son boulot. Ou par exemple, il devait m'envoyer des photos à son boulot. Il mettait Goddess Lilith. Enfin, je prie maîtresse Lilith pendant ma pause café. Enfin voilà. Je faisais faire des petits trucs comme ça, puis lécher le sol, etc. Non, au début c'était soft, mais en fonction de ses limites à lui et de moi, ce que j'avais envie de faire, ça a évolué, quoi. En fait, quand tu lui donnais ces punitions-là, est-ce qu'à chaque fois ça t'excitait? Par exemple, quand il léchait les toilettes, etc., est-ce qu'il y avait un truc qui t'excitait ou juste tu te disais c'est bien, tu m'écoutes? Un peu des deux. Je me disais c'est bien, tu m'écoutes. Et en même temps, ça m'excitait, encore une fois, plus psychologiquement que... Ouais, tu n'allais pas te toucher Non, j'allais pas me toucher là-dessus, honnêtement. Hein, mais non, mais ça me plaisait plus que juste c'est bien, tu m'obéis. Alors il y a ce truc-là. Mais ça allait plus. Je me disais, il y a tout un jeu là que j'aime, mais encore une fois c'était virtuel, donc c'était dur de le ressentir vraiment. Enfin moi je suis plus dans le réel en fait. Virtuel c'est sympa, hein, je peux en faire un peu, mais je préfère vraiment le réel parce que c'est là où tu vois vraiment toutes les réactions de la personne. Et alors quand est-ce que ça arrivait le réel? Donc quand est-ce que ça arrivait? C'est que avant ça j'ai eu une petite expérience, mais juste un mec avec qui je discutais en fait qui voulait faire un cash meet, mais ça pour moi c'est pas vraiment un quoi? Cash meet, en gros une rencontre où genre on te donne de l'argent, mais ça pour moi c'est pas une séance ou un meet, argent. Ah d'accord, ok. Mais ça, du coup, je le classe même pas comme... Parce que, voilà... Il te donne de l'argent et basta? Ouais, genre, on s'est vu dans les toilettes d'un hôtel assez chic et... En fait, je lui ai écrasé la tête sur les toilettes et je lui ai mis des coups de pied dans les couilles. Okay. Voilà. Okay. Et il m'a filé des sous. Waouh, je me rappelle d'être sortie de là parce qu'au début, je me disais, je serais pas capable de faire quelque chose comme ça, mais ça me plaît. Mais rencontrer quelqu'un comme ça que je connais pas. Enfin, déjà, j'étais rassurée parce que c'était dans un lieu public où il y avait des gens et un lieu chic aussi. Enfin voilà, où je me suis dit bon. Je suis un minimum en sécurité, normalement il y a un cadre. Je pense que c'était aussi important peut-être pour moi de faire une petite première expérience comme ça, où voilà, au moins je mets les pieds dedans sans faire trop de pratique. C'est le cas de le dire. Voilà, exactement. Mais quand t'es sortie, t'étais comment? Ouais, j'étais excitée, mais j'ai dit il m'en faut plus. C'est pas... Je dis waouh, j'avais un pote qui m'attendait, je lui ai dit putain, tu te rends compte? Et je sais pas, j'ai une adrénaline de fou. Mais c'est quoi? Tu lui as dit quoi? Tu te rends compte quoi? Je dis tu te rends compte là, je viens de voir un mec comme ça en réel et genre je lui ai mis des coups de pied dans les couilles et j'ai trop kiffé. Et genre lui il a kiffé, c'était ça surtout, le fait que lui il kiffe et que je me suis sentie directement à ma place, que j'étais pas stressée finalement une fois avec lui, enfin que ça s'est passé vite, mais que j'ai aimé l'adrénaline. Et comment tu sais qu'il a kiffé ça lui? Ça se voyait, il sourit, enfin il était à fond, il souriait, il me regardait d'une telle manière, il m'a remercié, voilà, il m'a dit merci, il m'a embrassé les chaussures et tout, enfin à ses réactions physiques, je voyais qu'il aimait en fait. Et puis c'est lui qui m'avait dit que je pouvais lui mettre des coups de pied dans les couilles, hein, parce que sinon j'aurais pas fait ça de moi-même quand même. Et donc voilà, donc ça c'était un peu ma première expérience réelle, mais ça pareil, je me disais bon,
c'était bien, hein, il me fallait. De toute façon, je pense pas que j'aurais été capable directement comme ça de faire toute une séance parce qu'il y a plein de choses à mettre en place et voilà, donc, et des pratiques à explorer. Et donc ensuite, j'ai vu, l'Allemand m'avait envoyé un message pour me dire que, en fait, il avait une opportunité de travail à Paris et qu'il allait déménager. Et donc, j'étais super contente parce qu'on avait vraiment créé une relation en fait depuis quelques mois. Et je me suis dit, lui, en fait, je me sens à l'aise parce qu'on discute beaucoup, on a beaucoup échangé sur nos envies. C'est celui que tu avais rencontré sur Instagram et qui te donnait de l'argent. Non, c'est pas lui. Du coup, c'est un mec avec qui je discutais sur Twitter. D'accord, voilà. ok. Mais on discutait en tout cas du coup depuis plusieurs mois. On avait quand même construit une petite base, mais sur Internet. Donc je me suis dit, waouh, c'est chouette. Avec lui, je vais me sentir quand même à l'aise de faire quelque chose de plus poussé. Parce qu'on a tellement discuté que je vois déjà un peu ses limites. Je vois ce qu'il aime, je vois ce que je peux faire. Aussi, lui, il savait que je débutais. Donc il n'avait pas non plus une attente. J'avais sûrement le droit à l'erreur. Il y avait quelque chose comme ça. Mais lui, il était de plus en plus hard, par contre. Hein. Okay. Donc au début, je te disais, c'est des punitions, etc. Après, ça a été genre tu lèches les toilettes, je te donne des ordres très dégradants, humiliants, voilà. Et en réel, il me disait qu'il voulait pas mal de violence, etc. Donc ça, c'est pas tous les soumis. Hein. Mais lui, ça te faisait peur de faire ça ou ça t'excitait ? Je voyais qu'il avait vraiment envie, qu'on en avait beaucoup discuté, qu'il y avait quelque chose derrière. En fait, il avait envie d'être déshumanisé sur le moment, mais que ça restait quand même une personne humaine, en fait. Et il savait conscientiser ça. Pour moi, c'était déjà important, en fait, qu'il arrive à parler de ses envies, qu'il arrive à avoir des limites quand même, parce que on parlait de mettre en place un safe word malgré tout. Ou quoi. Oui, un safe word, juste pour que les gens comprennent, c'est un mot où quand tu dis ce mot-là, tout s'arrête, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Parce que dans un jeu, en fait, on peut dire non. Enfin, il y a tellement de choses, c'est pas forcément explicite dans le BDSM. Donc voilà pourquoi. Tu vas dire non, mais ça peut dire oui. Exactement, parce qu'il y a plein de jeux différents, des jeux de pouvoir, de dynamique, même parfois de consentement, not consent, not consent. Voilà. Donc on va être dans des jeux très extrêmes, en fait. Moi, j'avais reçu une nana qui fait du BDSM en pratique, c'est pas son métier, quoi. Ouais. Et elle fait ça avec son mec et ils ont été même dans des centres, des clubs, je sais pas comment on appelle ça. Ouais, des clubs. Des clubs. Et en fait, elle me disait qu'il y avait le safe word, mais il y avait aussi, elle faisait ça comme ça où c'était sur 10. C'est-à-dire que sur 10. Il y avait le safe word, que je ne sais même plus ce que c'était, mais il y avait aussi là c'est 7, là c'est 8, et en général à 9. Niveau douleur, etc. Ouais, c'est intéressant. Parfois on utilise aussi des codes couleurs, comme orange, rouge. Voilà. Souvent le safe word ça va être rouge. C'est un peu cliché, mais on se repère, quoi. Elle, à partir de 9, c'était fini, quoi. Ok, 10, moi c'est intéressant. Mais d'ailleurs, moi j'ai jamais eu besoin d'utiliser le safe word. Enfin, c'est pas moi qui l'utilise, hein, c'est les soumis. Mais j'arrive tellement, en fait, je parle tellement avec eux. Je construis tellement quelque chose où aussi je pense que je suis très empathique. J'arrive très vite à capter les envies de chacun. Alors attends, va pas trop vite. Ouais. Donc lui, l'allemand, tu le vois ? Ouais, je le vois. Et alors ? Et donc, c'était assez hard, hein, par contre. Alors, au début, j'avais proposé à une copine que ça intéressait, parce que je me suis dit, allez, pour ma première fois et tout, c'est pas que j'étais stressée, mais je me suis dit, ça serait peut-être plus rigolo de le faire à deux, donc avec une copine. Et donc, elle vient avec moi, et lui, il voulait que ça soit, genre, dans un endroit un peu, pas crade, mais un truc un peu sombre, quoi. Donc, dans une cave. Du coup, j'ai demandé à mon pote qui me prête sa cave. Et donc on y est allé. Moi j'avais pas trop de matériel au début, honnêtement j'avais genre acheté une laisse et un petit truc, mais lui de toute façon ce qu'il voulait c'était pas forcément avec du matériel, c'était plus une humiliation, une dégradation dans un lieu comme ça assez sombre, etc. Donc je l'ai traîné en laisse et on l'avait mis sur un matelas. Et honnêtement, c'était un peu... on l'a fait au feeling, mais c'était un peu hard quand même la première fois. Hein. C'est pas... Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On l'avait frappé avec des câbles, etc. Enfin, lui, il kiffait en tout cas. Hein, mais c'était sa demande aussi. C'était sa demande, bien sûr, que j'ai respectée. Et voilà, mais puis je pense que j'avais pas forcément conscientisé la chose, en fait. Au début, je vais pas mentir, je savais déjà que ça impliquait... Enfin, qu'il fallait que je fasse attention, que ça impliquait certaines choses, mais j'avais pas compris à quel point je m'étais plus amusée, honnêtement, la première fois, même si je sentais que je voulais encore creuser, que ça me plaisait, que l'avoir vu en réel, c'était cool, que avoir fait ça, c'était bien. Mais je me suis très vite rendu compte que peut-être que j'étais allée par rapport à moi au début, un peu trop loin, pas par rapport à lui, puisque il avait... Par rapport à ce que toi, tes envies... en fait, j'avais pas conscientisé la chose, quoi. Je le frappais, avec... on avait pris un câble, je le traînais en laisse, comme ça, et puis on lui avait pissé dessus. Ouais. Et toi, c'était pas ton truc, ça ? Non, lui pisser dessus à la limite si, mais en fait je sais pas comment expliquer, mais c'était pas réfléchi, c'était très
hard, très improvisé, animal, quoi. c'était très improvisé, Et je savais pas pas ce que je cadre. faisais. Ouais. Exactement. Alors au début, ça m'avait amusé, mais plus j'ai creusé un peu dans le BDSM, ce que j'aimais, ce que je voulais faire, et ce que ça impliquait, moins ce genre de truc me plaisait, parce que j'ai l'impression qu'il y avait pas de cadre, que c'était peut-être juste au début de la rigolade entre copines, et pas conscientisé du tout, genre juste on a un mec à humilier, on va le faire. Ouais. Et sans aller plus loin, en fait. Et vous avez payé pour ça ? Oui, ils nous avaient payé, genre 200 € chacune. Ok. Ouais, pour une heure. À quel moment tu t'es dit que tu avais envie de te professionnaliser là-dedans ? Bah, assez vite. Enfin, alors que j'en fasse mon métier vraiment et que j'arrête tout ce que je fais à côté, ça fait pas si longtemps. Par contre, professionnaliser, à partir du moment où vraiment j'ai découvert beaucoup plus ce que j'aimais, que j'ai commencé à acheter vraiment du matériel, à recevoir dans un meilleur cadre, à voilà, justement comprendre les enjeux, ce que j'aimais dedans. Alors, c'est quoi que t'aimes bien ? C'est quoi Bah vraiment c'est cet échange là en fait avec l'autre, c'est qui s'abandonne à moi, et en fait il y a une forme de je mets en place des choses en fait pour ces personnes. Il y a un côté presque théâtral que j'aime beaucoup. J'ai fait un petit peu de théâtre quand j'étais plus jeune, mais il y a toute une mise en scène en fait, une mise en situation que j'adore, et c'est comme aussi une danse à deux, mais c'est comme s'il y avait que moi qui connaissais les pas en fait qu'il va y avoir, et j'aime beaucoup. Ouais, je suis beaucoup dans le contrôle, mais je mets en place des choses, et ouais, comme je disais, j'ai un côté assez empathique, mais dans le sens où j'arrive bien à capter les émotions, les énergies, que ça soit avec le regard, la posture de la personne, donc faire quelque chose avec son énergie, ce qu'elle me donne aussi, je sais pas, j'ai... En fait, ce que j'aimerais bien comprendre, c'est avant la séance. On appelle ça comment, une séance ? Ouais, une séance. Tu vas discuter avec la personne en disant qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, où est-ce qu'on peut aller, est-ce que ça t'est ok, est-ce que si on prend ce matériel-là, ça te va, est-ce que cette tenue, ça te plaît ? C'est un peu tout ça. Bon, je peux écouter, mais par contre, en fait, c'est moi qui compose. C'est-à-dire que j'accepte qu'ils me disent c'est normal. De toute façon, moi, ce que je leur demande surtout, c'est leurs limites. Oui. Les choses qu'ils aimeraient tester, mais voilà, où ils savent pas vraiment encore, je leur pose plein de questions. Ils peuvent me donner aussi des matières qu'ils aiment et ce qu'ils aiment, mais par contre, c'est pas à lui de me dire comment m'habiller. Tu t'habilles comme... Bah oui, ou alors sinon, tu payes un supplément, puis tu me le dis pas comme ça. Si vraiment il y a toute une tenue à avoir ou quoi, non. Mais oui, je leur demande... C'est-à-dire, tu me le dis pas comme ça ? Bah, tu vas pas me dire ouais je veux que tu sois habillée de telle manière, enfin non, c'est à moi de choisir aussi ma tenue. Tu peux me dire j'apprécie le latex, j'apprécie le cuir, et donc tu m'as dit ça, moi je vais retenir et je vais mettre ça, comme des mecs qui me disent parfois j'apprécie les bas nylon, le nylon, la matière, donc je vais mettre des bas, mais c'est pas à lui de me dire tu mets des bas, d'imposer en fait ma tenue. Faut pas inverser les rôles. Mais j'aime pas que ce soit un menu aussi, il y en a, on dirait qu'ils commandent au McDo quoi. Ils vont te dire moi je veux ça non, ça déjà, si c'est comme ça, j'apprécie pas. Déjà moi j'ai un site, et en fait j'allais te demander par où ça passe. Ouais, voilà. Donc j'ai un site où en fait je fais toute une présentation, et je dis aux mecs comment se présenter à moi. Déjà, il y en a très peu en fait qui lisent, qui arrivent juste à retenir un minimum mon attention, parce que il y a rien qui est respecté. Par exemple, il y a mon numéro professionnel dessus, mais c'est marqué de ne pas m'appeler, ou qu'on peut s'appeler plus tard, mais en tout cas de ne pas m'appeler en première intention. Il y en a combien qui m'appellent toute la journée ? Heureusement, j'ai bloqué juste les appels, alors que c'est vraiment marqué en première ligne, en majuscule. Je me dis ok. Ensuite, sur la présentation, il y en a plein. Moi, je montre comment j'ai envie qu'on se présente. Puis normalement, quand tu es respectueux de cette envie, et que tu connais, tu sais normalement comment te présenter. Donc voilà, avec un prénom, ça peut être inventé. Hein, je m'en fiche, mais tu te donnes au moins une identité, ton âge, ton expérience. Moi, j'aime bien aussi quand ils me disent voilà, une liste de pratiques, mais qui sont là. Voilà, c'est à vous de composer aussi. Je vous dis ce que j'aime, mais c'est pas une liste précise où je vous commande en fait ça. Voilà, je vous dis ce que j'aime, mes limites, mes tabous. C'est quoi les demandes les plus courantes d'ailleurs ? Les demandes les plus courantes, il y a beaucoup de fétichisme des pieds. Ouais, parce que ça, d'ailleurs, il y a pas t'es pas obligé d'être soumis pour le faire. Il y a beaucoup de fétichistes aussi. Il y a une différence parfois entre soumis et fétichiste. Donc oui, tu as beaucoup de pratiques autour du fétichisme des pieds. C'est-à-dire, il se passe quoi ? Qui veulent te masser. Moi, c'est pas forcément ce que j'apprécie le plus, honnêtement. Voilà. Tu te fais un peu chier ? Ouais, je me fais un peu chier, en vrai. S'il y a d'autres choses, ça va, mais voilà. Donc oui, ils vont te masser, te lécher les pieds. Ça peut être excitant, mais ça dépend comment c'est amené. Moi, j'aime bien les amener, en fait, à un certain état. Enfin, si c'est juste tu me masses les pieds, bon, c'est sympa, mais c'est pas ce que je préfère. Et ça, c'est assez courant. Ouais, ça c'est très très courant, honnêtement. Il y a quoi d'autre comme pratique que les gens... normal en fait. Ah ouais, d'accord. Oui, pour moi, le fétichisme des pieds, c'est presque vanille. En fait, on dit vanille. Sexe vanille, c'est un classique quoi. Voilà, classique.
limite en fait. C'est Ok. tellement répandu, en fait, c'est le fétichisme le plus répandu. Oh, putain, alors moi, ça m'attire pas du tout, quoi. Les yep, vraiment. T'as jamais eu un mec Non. qui a voulu toucher à tes pieds? Non, franchement, Ok. c'est pas du tout un truc qui m'excite. Ouais. Les pieds de l'autre ou mes pieds, mais alors pas du tout. Et pourtant, qu'est-ce que je suis ouverte. Mais alors ça... Ouais, ça te plaît pas. Bah, moi, d'ailleurs, j'avais un petit ami qui était fétichiste des pieds. Donc, j'avais découvert ça aussi avec lui, en fait. Ouais. Mais ça m'excitait avec lui, par contre. Mais de toute façon, voilà, parce que je lui faisais lécher mes pieds, il y avait un échange entre nous, quelque chose ouais. Donc, non, soit j'aime bien, mais voilà, c'est pas quoi le plus... d'autre? Il y a Et quoi comme ensuite, pratique courante moi, une pratique pour laquelle on vient beaucoup me voir et pour laquelle je suis connue, c'est le pegging. C'est quoi? Pegging, en gros, c'est une femme ou une personne, en tout cas, qui va porter un god ceinture, donc une ceinture, un harnais avec un god. Ouais, ça, je pense qu'on a l'image. Voilà, Ouais. mais au cas où, je te dis. Donc, qui va pénétrer donc une autre personne. En général, c'est plus une femme qui va pénétrer un homme. Ouais. Voilà. Et donc, ça tourne autour de l'anal. Ça s'appelle le pegging, ça? Pegging, ouais. Ok. La pratique, ouais. Ok. De ça avec le god ceinture et de le fait de pénétrer une femme qui pénètre un homme, ça s'appelle du pegging. Ok. Et ça, je suis très connue pour ça. Ok. On vient souvent me voir pour ça, c'est pas ce que je préfère non plus, j'aime bien, je suis à l'aise, c'est un échange, moi j'adore en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est une extension de moi. J'ai l'impression de ressentir le plaisir. Qu'est-ce qui est une extension de toi? Le god ceinture. D'accord, ok. Genre le god en fait. Ouais. J'ai l'impression que c'est mon pénis limite. Okay. Et c'est toujours le même god que tu utilises? Non, j'en ai plein différents. Okay. J'ai tellement de tailles différentes parce qu'il y en a qui sont hyper expérimentés là-dedans et qui prennent des trucs. Oui, on peut même faire du fist. Ça, tu fais aussi souvent? Ouais, je fais du fist. T'aimes bien? Et ouais, j'adore. En fait, j'aime beaucoup l'anal parce que je suis douée là-dedans et j'ai l'impression vraiment de tellement ressentir la personne, ressentir son corps, là où aller. C'est un plaisir immense, surtout quand ils sont prêts à s'ouvrir en fait à ça. Et on peut aller tellement loin dans un plaisir que j'adore. J'ai l'impression de me connecter au corps de l'autre en fait. Et donc ouais, j'aime beaucoup cette pratique. Et ça, par exemple, c'est de la domination? Ça dépend, mais ça peut être de la domination. Ça dépend comment tu l'amènes. Ouais. Parce que moi, je trouve pas forcément que parce que t'es un homme et tu te fais pénétrer, c'est dominant. Complètement. Mais souvent, c'est dans un cadre d'une séance. Ouais. Donc, il y a quand même de la domination autour, il y a de la restriction, il y a de l'humiliation. Peux me faire une séance type? Genre comment ça fonctionne de A à Z? Ça dure combien de temps une séance? Ça dépend. Ça peut durer alors, moi, j'aime pas prendre 30 minutes, mais... c'est très rare que je l'ai fait, on va dire 1 heure, entre 1 heure et 3-4 heures. Okay. Pareil, au-delà de 3 heures, ça dépend dans quel cadre, mais bon. Ouais, ok. Pas forcément. Et donc, comment ça se passe? Alors, donc, comme je disais, moi j'ai un site, donc j'attends. Je prends pas énormément de mecs en réel parce que déjà la plupart j'aime pas comment ils se présentent, voilà. Donc comme je disais, il faut une présentation claire, complète, être respectueux et que j'échange avec la personne, que je comprenne un minimum là où je vais pouvoir l'amener, ce que la personne aime, ce qui l'excite, ce qui lui fait peur, voilà, tout ça je vais essayer de capter un petit peu. Après par message c'est toujours un peu plus compliqué qu'en vrai, mais j'ai toujours bien réussi à capter la vibe ou l'énergie de la personne. Ensuite, il y a une préparation. Moi, je les reçois dans une pièce, on va dire une playroom. C'est chez toi? Oui. Mais c'est un espace dédié, en gros. Donc là où je les reçois, c'est pas chez moi, mais voilà. On pourrait dire un donjon, mais bon, c'est trop petit pour que ça soit un donjon. On va plutôt dire une playroom, où donc j'ai du matériel. J'ai une croix de Saint-André. Je sais pas si tu vois. Donc c'est une croix à laquelle tu peux attacher une personne, les mains et les pieds. Okay. J'ai une cage, j'ai un lit en fait immense avec un pilori aussi, donc là où tu mets la tête et les mains pour être bloqué. Okay. Il y a une cage en dessous, voilà. Après ça, j'ai plein de matériel, des godes de différentes tailles, des bâillons de tout type, bâillons donc pour mettre dans la bouche, voilà, pour restreindre. Voilà, j'ai plein de choses pour restreindre l'essence aussi. J'ai des masques, j'ai même des tenues pour ceux qui veulent être féminisés. Donc voilà, en tout cas, j'ai pas mal de matériel, j'ai toute une pièce. Je mets aussi une petite ambiance. J'aime bien quand j'ouvre la porte. Donc en fait, il y a une lumière tamisée. Je mets des bougies. Voilà, pour qu'il y ait une odeur, directement il rentre dans le truc immersif, quoi. Voilà, immersif. Alors après, je suis pas là, c'est très rare, hein, sauf si c'est la demande du mec, je vais pas être directement là, ouvrir la porte et le mettre à 4 pattes et dire allez. Non, on se détend quand même un petit peu, j'ouvre la porte, j'accueille poliment. Vous embrassez?
Non. Non, à la fin, parfois, je leur laisse baiser ma main. Voilà. Mais non, au début, on se fait pas la bise. Non, il n'y a rien. Mais par contre, voilà, je suis quand même polie. Au début, je mets la personne à l'aise. Je dis, voilà, rentre, mets-toi à l'aise. Si tu veux directement, tu peux enlever tes vêtements, les poser à tel endroit. Je propose aussi s'ils veulent prendre une douche. Après, moi, je préconise qu'ils en prennent une avant. Mais bon, parfois, ils sortent du travail. Quoi. Ouais. T'as jamais peur ? Non, honnêtement, j'ai jamais peur parce que justement, je fonctionne beaucoup au feeling et comme je disais, après ça va jamais me mettre en sécurité à 100%, on sait jamais qui on va avoir face à nous. En fait, c'est pas parce que le mec il est très poli par message et qu'il sait s'exprimer qu'en face, je peux pas avoir affaire. Je sais pas, mais honnêtement, j'ai jamais eu de problème et j'ai jamais eu peur parce que je fais un bon tri déjà en fait et je me sens en confiance en général. Je prends pas quelqu'un si je sais pas où je vais l'amener, comment ça va se passer un minimum pour moi en fait. Tu disais tout à l'heure que là, c'est pas du tout une tenue de dominatrice. C'est quoi la tenue de dominatrice ? Il n'y a pas forcément de tenue de dominatrice à proprement parler, en fait. Mais oui, ça va être beaucoup, donc comme je disais, les matières. T'as beaucoup de talons. Moi, j'ai une collection de talons très hauts, alors que je suis déjà grande. Donc en fonction, s'il y a des matières qu'ils préfèrent, t'as du cuir, du vinyle, du latex. J'ai beaucoup de tenues en latex. En tout cas, pour moi, c'est une attitude c'est une attitude, en fait. Donc il n'y a pas de tenue de dominatrice à proprement parler, mais il y a une attitude. Pour moi, je leur offre quand même un service complet, en fait, que ça soit dans les sens. Ça va jusqu'à la tenue, à la musique, à l'ambiance générale, à la lumière. Et donc, je vais mettre des beaux bas, je vais mettre des jolis talons en fonction de ce qu'ils aiment, etc. Je vais mettre soit du latex, soit des corsets. Il y a beaucoup de choses. Je peux être plus sensuelle ou plus fétiche. Voilà. Et donc, ils arrivent. Je vois bien une séance type. Comment ça fonctionne ? C'est ça, ils arrivent, donc je les mets à l'aise. Et puis, très vite, je prends un peu la température. Je les regarde dans les yeux au début. Et puis, en fait, ça se met en place. Après, chaque séance est différente en fonction de la personne. Il n'y a pas vraiment de séance type. Il y en a pas une... Il y a une manière la manière dont j'accueille. Et et dont ça peut se finir, etc. Mais il n'y a pas forcément de séance type parce qu'il y a tellement de types de demandes différentes. Il y a tellement de séances différentes et de pratiques différentes. Mais je les amène, j'essaye de me connecter un petit peu à eux, j'essaye de voir dans quel état ils sont déjà juste au début. Est-ce qu'ils sont stressés ? Est-ce qu'ils sont excités ? Est-ce que c'est un mélange des deux ? Ensuite, souvent, je leur mets, par contre, ça, à chaque séance, je leur mets un collier et une laisse, très souvent. Puis en fonction de la personne, on se met tous les deux dans l'ambiance directement. Donc ça peut être aussi via des griffures, des caresses. C'est toute une danse, comme je disais, c'est toute une chose plein de choses que je mets en place. Et c'est comme une danse en fait. Je trouve ça vraiment beau. Parfois c'est poétique, même si ça peut être très hard. C'est toute une mise en place en fait. Donc toi en fait, quand tu te fais jamais pénétrer ? Non. Et il y a jamais. Après, non, moi, je me fais pas pénétrer. Après, je pense qu'on peut se faire quand même pénétrer, que ça soit dans le cadre de la domination, il n'y a pas de souci. Mais moi, non, avec mes clients, non, il n'y a pas de pénétration. Et tu peux te masturber pendant que... Ça m'est déjà arrivé, mais c'est rare. En tout cas, je leur propose pas. Enfin, je dis pas que je propose ça dans mes services, quoi. Mais ça m'est déjà arrivé. J'ai un souvenir où, du coup, j'avais un soumis, après, je le connaissais bien, qui était en cage de chasteté. Bon, je vais dire ce que c'est au cas où les personnes ne connaissent pas, mais tu connais, toi ? Enfin, j'ai l'image, T'as l'image, donc c'est une cage en métal, pour enfermer le pénis. Du coup, ils peuvent avoir une érection, mais ça se cogne contre la cage. Enfin, c'est quand même douloureux et ça retient, donc une forme d'excitation et en même temps de frustration. Et donc, j'avais mis mon vibro en fait sur la cage du mec et je m'étais mise dessus, au-dessus de lui en fait. Et j'avais eu un orgasme. Donc oui, ça peut m'arriver, parce que mais c'est rare. C'est rare dans le sens plutôt c'est rare que j'ai cette connexion là avec la personne en face de moi, en fait, que je lui fasse confiance, que la personne me donne envie de me lâcher à ce point-là. T'as des clients d'ailleurs qui reviennent souvent. T'as souvent les mêmes clients. Moi je préfère d'ailleurs. Je comprends. Moi je préfère avoir des clients que je connais bien, réguliers. Un truc qui s'instaure de confiance, de Exactement. machin. Est-ce qu'il y a des pratiques que t'as refusées parce que c'était trop extrême ? Il y en a quand même, oui. Moi déjà je refuse tout ce qui est vraiment, qui met trop la santé, qui met tout simplement la santé. Genre quoi ? Qu'est-ce que t'as pu refuser ? T'as des mecs qui me font des demandes. Parfois
Enfin, il y a un mec qui voulait que je l'écrase avec une voiture, par exemple. D'accord. Même juste le pied, hein, attention. Il voulait que je l'écrase le pied, mais c'est déjà hard. Le pied. Non, mais parce que je dis ça, on va croire qu'il voulait que je le tue, mais c'était déjà grave, quoi. Il voulait que je lui écrase le pied. Enfin, t'en as, oui, qui rentrent dans des choses un peu extrêmes ou qui veulent se faire torturer pendant une semaine, enfermés dans une cage. Enfin, t'as des choses où je me dis, ouais, déjà, c'est plus du fantasme. Dans la réalité, ça le ferait pas, je pense. Il y a des trucs que t'as fait où toi, tu t'es dit, voilà, c'est trop. Non. Honnêtement, jamais. Ok. Non, puis moi j'aime trop explorer en fait. Donc même si au début je fais ok, non, étonnant, c'est étonnant, mais c'est toujours une découverte et j'aime tellement découvrir. Et aussi ce que je voulais dire d'ailleurs, c'est que moi souvent je fais pas des pratiques n'importe comment. J'ai souvent été formée entre guillemets pour ça. J'ai fait des cours en fait avec des personnes professionnelles. T'as fait une formation quoi. Oui, enfin, pas formation, mais mais on se comprend. Pour chaque pratique, même pour le fist, parce que en fait ça paraît comme ça, on va dire. Non, ça fait un cours de fist, oui, un cours d'anatomie, comment où aller, jusqu'où, enfin comment le faire, parce que ça peut être dangereux en fait. Toute pratique peut être dangereuse si elle n'est pas faite de manière encadrée en fait, que tu sais pas ce que tu fais. J'ai même fait des aiguilles. Alors imagine si tu fais des aiguilles. Bah tu prends des aiguilles, donc ça rentre aussi dans le cadre du medical play. Donc, c'est des jeux comme si j'étais médecin en fait. Donc tu peux avoir des aiguilles, des sondes que tu rentres dans l'urètre. Voilà. Et donc, il faut aussi connaître sur l'hygiène, comment le faire pour pas mettre la personne en danger. Voilà, des questions d'hygiène, de pratique. Même le fouet, par exemple. Il y a des zones où il faut pas toucher, où il faut savoir à quel point frapper. Même, par exemple, les coups de pied dans les couilles. J'ai pas fait de cours pour ça. Mais je sais que si tu étais juste là à donner des coups, faut savoir l'impact que tu y mets, la vitesse. Enfin, voilà, il y a plein de choses à mettre en place. Mais l'impact, d'ailleurs, justement, cet épisode, j'avais adoré faire ça, où c'était une nana qui pratiquait le BDSM, où elle adore l'impact. Et elle adore qu'on la tape dans le dos, dans le ventre. C'est vraiment un truc qui lui plaît beaucoup. Et je lui demandais, mais qu'est-ce qui lui plaisait ? Elle me disait, mais en fait, j'aime trop avoir des bleus le lendemain. C'était vraiment son truc. C'était genre les bleus, quoi. Elle disait il y avait aussi cette sensation où elle avait l'impression de dépasser quelque chose, mais que c'était jamais dangereux. Mais elle se sentait vivante, en fait. Et puis elle se sentait complètement soumise à l'autre et ça l'excite de ouf. Il y a des mecs, pour moi, ils viennent se retrouver ou se perdre. Ça dépend. Il y en a qui ont besoin de se reconnecter avec eux, avec leurs sensations, leur corps. Il y en a qui veulent totalement perdre pied et limite être déshumanisés, mais sur un moment donné. Ce qui est important aussi, c'est de redonner ce côté humain une fois la séance terminée. Ça, j'aime beaucoup. Le consentement, c'est le truc qui est au cœur de tout, comme ce que tu expliques je connais tes limites, je veux savoir ce que t'aimes pas, c'est quoi le safe word. C'est hyper important. Parce que comme ça, dans ceux qui ne connaissent pas le BDSM, et j'en fais partie, il y a un peu ce truc où tu dis, c'est un peu genre... tu vois, genre, t'es lancé au milieu de nulle part. Et... J'aime pas trop ce cliché-là que je peux comprendre, mais qui malheureusement aussi a été véhiculé par certains films ou certaines images qu'on a eues pour le grand public. Mais en fait, le BDSM, c'est tellement de choses, ça peut être tellement beau en fait et tellement bienveillant. Moi, je me rappelle que ma mère, qui a toujours été ouverte quand même sur la sexualité, etc., parlait de ça et bon, je comprends qu'elle soit choquée de ce que je fais, mais elle m'a dit, oh là là, moi qui suis tellement romantique. Tu vois, elle était choquée en mode on peut faire du sexe, mais alors attention, du sexe comme ça, c'est choquant. Alors que pour moi, ça peut être très romantique. En fait, il y a des gens qui vont te dire, sûr, de toute façon, mais le romantisme, ça se place là où on veut. C'est ça, en fait, ça peut être tellement sensuel. C'est un toucher, c'est des matières, c'est des sons, c'est une manière de parler, de te mettre dans une ambiance. Ça rentre dans tellement de choses. En fait, tu peux avoir du BDSM soft, du BDSM hard. Tu peux même faire du shibari, comme on dit, donc des cordes, et qu'il n'y ait pas de sexe derrière, que ça soit juste aimer la sensation d'être dans ses corps, d'être attaché, d'être serré, enlacé, d'être à l'intérieur de soi. Ce que je trouve bien avec cette pratique, par exemple, c'est que tu rentres à l'intérieur de toi, mais tu lâches prise en même temps, alors que tu rentres dans ton esprit et dans ton corps. Enfin voilà, il y a tellement de manières de faire. Ça coûte combien une séance en général? Ça dépend, mais on est à peu près aligné sur les mêmes tarifs. Ça peut aller entre 200 et 300 euros. C'est les tarifs Les tarifs à peu près, oui. Ouais, ok. Mais alors du coup, tu fais plus sur Internet que dans la vraie vie ? Non, en vrai, je préfère faire sur Internet, mais moi je fais aussi beaucoup de contenu, en fait. Ok. Sur quoi sur YouPorn, etc. Ouais, j'ai quelques vidéos sur Pornhub. Après, j'ai un compte OnlyFans. Ouais. Je suis fétiche. Enfin, j'aime mettre en place des fantasmes, des fétiches. Donc, je préfère le réel, mais ensuite, je fais beaucoup de vidéos. Ouais, donc, je fais pas forcément trop de virtuel, donc des séances virtuelles, mais par contre, je peux faire des vidéos personnalisées, des audios personnalisés. Et moi-même,
même juste des vidéos que je mets en ligne. Donc oui, il y a aussi quand même du virtuel, mais c'est artistique en fait. C'est plus ça. Oui, je comprends. Moi, je préfère quand même le réel. Oui. Ouais, mais j'ai bien compris que l'artistique prend une place importante dans ce que tu fais. Pour revenir sur les demandes originales, est-ce que tu en as eu d'autres? Alors ça, je l'ai pas fait parce que ça me tente pas. Mais plusieurs fois, qui m'avaient demandé de faire des vidéos avec du fromage, genre du camembert précisément. D'accord. Genre de prendre un god et genre de masturber le god avec du fromage, Bien voilà. sûr. Donc, mais ils fétichisent vraiment du fromage, du camembert, quoi. Et ça, tu te moques pas? Ça peut être rigolo, mais après, je respecte. Que moi, oui. Mais tu as le droit, je comprends. Non, je me moque pas. Ah, mais je comprends. Pas vrai. En vrai, je me moque pas. C'est juste que je me moque pas, mais je me dis, d'accord. Genre, en fait, je pense que à partir du moment où c'est très éloigné de toi, je me dis putain. Tout existe en fait. Il y a vraiment des fétiches de tout. Moi, j'ai découvert des fétiches, des attelles. J'avais un mec une fois, on s'est vu. J'avais une attelle pour ma cheville. Ouais. Il m'a payé pour prendre des photos de moi avec une attelle normale, même pas sexy ou quoi, dans la rue où je marchais avec une attelle. Incroyable. Il y a des fétiches, des attelles, donc du fromage. Il y a autant de fétiches différents que de personnes. Enfin, j'ai l'impression, j'en découvre encore tous les jours en fait. Je crois qu'en fait, pour moi, tout peut être un fétiche. Ça me laisse perplexe quand ça sort du corps. C'est-à-dire que tu as envie d'être cysté, que tu as envie d'être machin. Oui, c'est le corps, c'est je comprends. Mais fromage, les attelles, je suis genre... moi là, j'ai pas le... Mais je pense que c'est en fait des images qui les ont marquées très jeunes, très tôt, quand ils étaient en train de construire leur sexualité. Donc je pense que ça fait... bien sûr. Oui, ça fait écho à quelque chose. Ça fait écho à tout ça. Ouais. Et moi, souvent, je leur demande parfois, ça m'intéresse de savoir, mais tiens, t'as un souvenir d'où ça te vient? Souvent, par exemple, les fétichistes des pieds, ou ils me disent très souvent que quand ils étaient petits, il y avait des petites filles dans la cour de récré ou quoi qui leur faisaient embrasser leurs chaussures s'ils perdaient un jeu ou mettre leurs pieds ou qu'ils voyaient le pied des filles. Enfin, ça vient souvent de très très jeunes en fait. Et donc voilà, ils ont eu une image ou quelque chose où là les attelles, ça se trouve le mec quand il était petit il a vu un attelle et puis c'est la première fois qu'il était tombé un peu amoureux d'une femme. On sait pas, mais ça vient souvent de très loin en fait. Et oui, t'as des fétichistes pour tout. Il y a que des hommes? T'as que des hommes? Non, moi j'ai aussi des femmes. Alors honnêtement, les femmes elles sont pas forcément clientes. Moins, ça existe, mais quand tu dis que t'as des femmes, dans ma vie plus personnelle en fait, je peux dominer des femmes. J'ai une soumise. Ok. C'est dans ta vie perso, ça? Plus, ça peut être aussi professionnel parce qu'on peut faire du contenu, mais en tout cas, elle ne me paye pas pour des séances. Ok. Voilà, j'ai déjà eu une femme qui me fait des cadeaux et tout. Si, il y a quand même une forme de respect, de cadeaux, mais elles vont pas forcément être clientes de sessions, de séances comme vont faire les hommes en général. Est-ce que quand quelqu'un est soumis, tu as l'impression qu'il n'est pas respecté? Non, pas du tout, si, au contraire. C'est d'ailleurs quelque chose que je vais dire qui va peut-être étonner, c'est que pour moi, parfois, je suis soumise à leurs fantasmes, à leurs désirs. C'est tout à fait vrai. Ouais, dans un sens. Tu domines, mais ils te payent pour... Mais en fait, surtout, je dois écouter leur ressenti, je dois écouter ce qu'ils aiment, je dois composer avec ça. Donc même si c'est moi qui compose et qui gère la chose, non, pour moi, non, ils sont respectés parce que je respecte leurs demandes, je respecte qui ils sont. Comme je disais tout à l'heure, je peux les déshumaniser sur le moment, mais ensuite, à la fin de la séance, c'est important de qu'ils reprennent contrôle de leurs émotions, de leur corps et qu'ils redeviennent humains. Tu vois, tout à l'heure, on parlait des séances, parfois, je vais faire ce qu'on appelle de l'aftercare. C'est des soins que je peux pratiquer donc après une séance, surtout quand elle a été intense. Il y en a qui veulent pas forcément... l'aftercare, ça peut être plein de choses. Il y en a qui ont juste besoin de discuter un petit peu. Alors, ils me respectent toujours, ils me vouvoient. Mais voilà, de redescendre... ils me vouvoient. Et ils t'appellent comment? En général, c'est un peu générique. C'est maîtresse. Mais maîtresse, c'est un peu... Pour moi, normalement, c'est plus pour... les soumis en appartenance. Donc, quelqu'un avec qui tu as vraiment une relation. Parce que maîtresse, je trouve que c'est un mot important, impactant. Maîtresse, c'est celle qui apprend, qui est maître. Enfin, voilà. Mais bon, comme c'est générique en général, ils t'appellent maîtresse. Moi, je préférais qu'on m'appelle déesse dans ce cas-là, ou madame. Autant y aller. Voilà. Déesse. Moi aussi, j'aimerais bien qu'on m'appelle comme ça. Déesse ou madame. Madame, ok. Madame, j'aime bien, parce que maîtresse, c'est quand même impactant, quoi. Mais c'est un peu le cliché, c'est le mot qu'on connaît, en fait. Donc voilà. Et donc, il y a l'aftercare qu'on appelle. Donc voilà, ça peut être juste de la discussion. Parfois, je fais redescendre la pression, je vois comment ils respirent, je les fais un peu mieux respirer, je peux leur donner de l'eau, je peux leur donner du sucre. Ça dépend, parce que il y a ce qu'on appelle la subspace qui est super intéressant. Ça n'arrive pas à chaque fois, mais c'est un lâcher-prise total et c'est un
peu, c'est limite cathartique. Enfin, c'est quand t'arrives dans une séance et à un point où la personne, elle est totalement, elle est limite plus même, enfin, plus là en fait. C'est qu'elle est arrivée à un tel point d'excitation, de lâcher prise, et c'est comme de la drogue limite. Il n'y a pas de drogue, mais voilà, c'est une sensation. Il y a aussi la dom space, donc pour les dominatrices, mais c'est pas pareil, parce que nous du coup ça va être beaucoup dans le contrôle, mais on va ressentir genre juste une excitation et on va se sentir totalement en accord avec ce qui se passe et ressentir beaucoup la personne et voilà le feeling. Mais ouais, pour les soumis c'est plus donc le lâcher prise total, et d'ailleurs à ce moment-là c'est important de, parfois ils savent même plus où mettre les limites. C'est à toi d'observer. C'est à toi de mettre. C'est pour ça que pour moi, il faut vraiment être un minimum empathique dans ce métier. Empathique dans le sens où tu captes vraiment les énergies, les émotions, les regards, le corps. C'est vraiment un métier où tu es à l'affût de tout. Bien sûr, parce que même s'ils ont un safe word, il y a des, comme je dis, pendant la subspace, tu peux ne pas être capable de dire le safe word. Moi, ça m'est déjà arrivé de moi-même, pas de couper la séance, mais de dire hey, on redescend doucement, là, je vois que t'as la tête qui tourne, tiens, je te donne redescends, on va reprendre, t'inquiète pas, ou pas. Comme tu te sens, mais là voilà, on redescend un petit peu parce que je vois que tu vas assez loin dans la pratique, t'es peut-être plus maître de toi-même, ce qui est intéressant aussi, ils viennent pour lâcher prise et voilà. Mais ouais, donc moi j'aime beaucoup la subspace, c'est vraiment cet état de transe en fait, c'est un état de transe qui n'arrive pas à chaque fois parce qu'il faut de la confiance dans les deux, dans les deux sens, et réussir à lâcher prise, parce que ça c'est compliqué, s'ils viennent pour ça, le lâcher prise total, c'est pas évident. C'est pas évident, j'en sais quelque chose parce que moi j'ai beaucoup de mal avec ça. C'est difficile. Juste pour revenir sur l'aspect plus pécunier, j'aime pas ce mot pécunier, financier. J'ai bien compris que c'était 200, 300 € à peu près une séance. Est-ce que ça a été quoi ton plus gros montant ? Alors, mon plus gros montant, ça n'a pas été en séance réelle, ça a été sur Internet. Et d'ailleurs, c'était il n'y a pas si longtemps. Il y a un mec qui m'a envoyé 10 000 €. Oh, waouh ! Oui, mais attention, c'est rare. Hein. Enfin, je veux dire, puis moi, en fait, mon salaire, c'est pour ça que je suis pas forcément à l'aise d'en parler. Je sais que l'argent, c'est tabou en France. Moi, j'ai pas de tabou autour de ça. Voilà, je peux te dire, il y a déjà un mec qui m'a envoyé 10 000 €, mais c'est rare. Et en fait, il n'y a pas de salaire générique. De ton métier. Oui, bien sûr. Parce que là, tu pourrais pas nous dire combien tu gagnes par mois environ ? Bah non, parce que déjà, ça varie, ça fluctue. Et c'est pas que je veux pas, mais c'est que déjà, j'ai pas envie que juste des personnes entendent les chiffres et veuillent faire ce métier juste par rapport aux chiffres, parce qu'il y a tellement de choses en fait qui rentrent en compte. Et je trouve ça un petit peu dommage. Enfin, j'aime le fait qu'on parle de plus en plus du travail du sexe, qu'on libère la parole là-dessus et qu'on lève un peu les tabous. Par contre, est-ce que je suis pour que ça soit trop démocratisé et que n'importe qui, sans avoir conscience derrière, veuille faire ce métier juste pour l'aspect de l'argent, etc. Moins. J'ai pas envie de forcément donner les chiffres plus parce que j'ai pas envie qu'on se base là-dessus, qu'on se dise ok, je vais faire ça sans réfléchir et que ça va me rapporter tant. Mais donc ça peut arriver que tu aies des sommes assez conséquentes. Mais par exemple, pour OnlyFans, la plupart des personnes sur OnlyFans gagnent 300 $ par mois. Ça, c'est le salaire médian. Mais c'est ce qu'elle nous avait dit. On a fait un épisode avec une nana qui est sur OnlyFans qui disait à peu près ça. Alors, elle gagne pas du tout. Elle gagne beaucoup plus, elle. Mais oui, en effet. Bien sûr, moi aussi. Mais après, je suis pas dans le top 1% sur OnlyFans. Mais pour dire qu'en fait, tout est relatif. Donc pour te dire, j'ai déjà reçu 10 000 €, j'ai déjà reçu des gros chiffres, mais en fait, tout ça varie. Et voilà. Comment tu arrives à concilier ta vie personnelle avec ton activité de dominatrice, ta famille, tes amis, si t'as quelqu'un dans ta vie, une meuf, un mec c'est pour ça que, tu vois, je te dis que c'est pas fait pour n'importe qui ce métier, parce que faut être prêt à vraiment s'assumer, s'assumer auprès des autres, de ta famille, de tes amis, à même être reconnu dans la rue. Moi, je suis souvent reconnue, alors que je suis pas... J'ai 20 000 abonnés sur Twitter, ce qui est déjà quand même beaucoup pour mon métier. Mais en France, en tout cas, parce qu'aux États-Unis ou quoi, elles ont 100 000 abonnés, 300 000 abonnés. Donc, voilà. Mais ça reste beaucoup. Mais ça reste... t'as beaucoup de gens qui me reconnaissent. Ça m'arrive de plus en plus souvent. Donc déjà, il faut tenir cette image-là en général. Et puis, moi, j'ai toujours été... je fonce tête baissée. Justement, en avant. Tête la première, voilà. Quand je veux faire quelque chose et que je sais pourquoi je le fais, je vais le faire. Personne va m'arrêter, en fait. Donc, je me suis très vite assumée, en fait. Avec ta famille, comment alors ma famille, moi, j'ai voulu leur dire parce que j'avais pas envie que ça vienne de quelqu'un d'autre. Parce que je me suis dit, à ce moment-là, je commence à être connue, etc. Il y a mon image.
Je préfère le dire plutôt que qu'ils tombent sur une vidéo d'un coup, qu'on leur envoie ou quoi. Et j'ai quand même attendu d'être un minimum responsable financièrement. Enfin voilà, que si jamais, même si je savais que j'allais normalement pas me faire virer de chez moi, on ne sait jamais. Donc j'ai attendu d'être minimum libre à ce niveau-là. Et donc je leur ai annoncé. Ça a été compliqué au début, c'est normal, je comprends. Enfin voilà, ça bouleverse. Enfin surtout une maman, elle a peur pour ma sécurité, elle a peur pour moi. Elle connaît pas cet univers, donc elle se dit mais qu'est-ce que tu lui as dit ? Qu'est-ce que tu leur as dit, Je leur ai dit que au début je faisais des photos fétiches, alors pas forcément nues ou quoi, mais voilà, parce que moi j'ai un certain univers encore une fois, donc voilà, tu vois, avec du latex, ça peut être très artistique. Genre montrer des photos qui étaient, voilà, que je pouvais montrer quand même à mes parents, même s'il y en a qui vont me dire ah bon, ça je le montrerai pas à mes parents, mais où j'étais pas nue, où j'étais voilà avec du latex dans des mises en scène. Je voulais montrer avant tout le côté artistique. Moi je voulais qu'ils déconstruisent parce que ma mère, comme je te disais, elle était ouverte sur le sexe, etc. en général. Moi ce que j'aimais pas, c'est qu'elle avait des a priori très fermés. Enfin, ce que j'aimais pas, je comprenais, parce que beaucoup en ont. Et j'avais tellement envie de déconstruire ça chez elle, parce que je savais qu'elle pouvait creuser, aller plus loin. Moi, je voulais pas qu'elle me voie juste comme je me venge des hommes, parce que j'ai vécu telle chose. En fait, je suis juste... Parce que j'ai toujours eu du caractère. Moi, elle m'a vu toujours gérer ma vie, gérer un peu les autres. Voilà, avoir cette force-là de caractère. Donc, je voulais pas qu'elle se dise qu'en fait, je voulais juste dominer n'importe qui, juste être violente, parce que c'était pas du tout ça. Tu sais, comme je te disais tout à l'heure, elle me disait, moi qui suis tellement romantique, alors que pour moi, ça pouvait être romantique, ça pouvait être bienveillant, ça pouvait être beau, ça pouvait être artistique. Et j'avais envie qu'elle ait cette image-là, en fait, du BDSM, et pas juste le cliché que tout le monde a, où voilà, c'est juste de la violence, bien sûr. Enfin, pas contrôlée, que c'est sale. Et alors, ça a mis du temps, mais maintenant, elle le voit, elle le comprend, elle le conçoit. Elle a vu d'autres interviews avec des personnes enfin, elle a vu qu'il y avait plein de types de pratiques. Elle a vraiment vu ce côté artistique-là, un peu. De toute façon, elle aimait bien Dita Von Teese. Elle voyait l'univers visuel, en tout cas. Et tes amis ? Mes amis, franchement, ils acceptent tout. En fait, ça choque personne. En vrai, quand on me connaît. Et ça choque de moins en moins, d'ailleurs. Parfois, j'ai un peu la flemme, juste parce qu'il y a tellement de questions. Quand je dis mon métier, voilà, ça rentre dans des discussions. C'est pas juste, je suis comptable, quoi. Exactement. Et je comprends, hein, moi, je suis prête même à ce qu'on me dise, ah bon, ça me choque un peu ce que tu es en train de me dire. Enfin, et je conçois aussi qu'il y a des personnes qui sont pas à l'aise de parler de sexualité et que j'ai pas forcément à leur imposer ça, par contre. Donc, c'est pour ça qu'il y a quelques très respectueuse, je suis respectueuse quand même de non, mais t'es très à l'écoute, j'ai l'impression, comment l'autre va recevoir exactement. Ton métier. Pour moi, c'est la base, en fait, de ce que je fais, que ce soit dans mon métier ou autour, en fonction des mœurs, de ce qu'ils sont prêts à entendre. Mais donc, si je sens que c'est pas OK, ça m'arrive que très rarement, mais je vais mentir, entre guillemets, m'inventer un métier, parce que ça va plus vite. Même j'ai un copain, je lui avais dit, écoute, si t'es plus à l'aise de dire à ta famille que je suis community manager, ou voilà, dans un milieu artistique, parce que du coup, je peux en parler, parce que ça se touche à ce que je fais, parce que dans mon métier, on fait tellement de choses. Je fais du secrétariat, du montage photo, je suis réalisatrice, je suis, voilà. Donc ça, je peux. Et lui, il m'a direct assumé auprès de sa famille. Enfin, ça, j'ai trouvé ça merveilleux. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? Alors là, ça fait que 1 an seulement. Avant ça, on était amis. On était meilleurs amis. Mais avant ça, j'avais eu un autre petit copain pendant plusieurs années. Lui, il l'avait pas dit à ses parents, par contre, mais il m'acceptait. D'ailleurs, pardon, je passe du coq à l'âne, mais donc, tu es TDS, tu es travailleuse du sexe. Tu te considères comme quoi ? Comme actrice ? Comme un peu tout, honnêtement. D'ailleurs, j'ai pas de mal à dire que je fais de l'escorting. Je suis escorte dominatrice. Moi, j'ai pas de honte. En fait, j'aime pas un peu cette hiérarchie-là de genre, je vaux mieux qu'une prostituée. Enfin, d'ailleurs, c'est une forme de prostitution. Je fais de la prostitution. Enfin, je vois pas en quoi je voudrais mieux qu'une femme qui décide elle-même de faire d'autres pratiques. Enfin, voilà. Donc, oui, pour moi, je suis, j'aime bien dire, perverse professionnelle. Parfois, je dis ça parce que je mets en place des choses et je fais des vidéos fétiches. Donc, je suis actrice, dominatrice et voilà. Perverse professionnelle. Perverse professionnelle. Alors, dans le podcast, moi, j'aime donner la parole aux gens qui nous écoutent. Donc, une question choisie sur Instagram s'invitera désormais dans chaque discussion. D'accord. Si vous étiez là, vous diriez quoi à Lilith ? Il y a Marion qui te demande, est-ce que tu l'es également dans ton couple ou juste de manière professionnelle, dominatrice ? Alors, je le suis surtout de manière professionnelle, mais aussi dans ma vie intime. Mon copain n'est pas soumis. Voilà. Par contre, j'ai toujours eu un petit princess treatment. Voilà, j'ai mon énergie, j'ai ma manière de gérer un petit peu. Mais là, mon copain actuel, donc mon ex, était un petit peu plus soumis. Alors, fétichiste des pieds, c'est pas parce que t'es fétichiste que t'es soumis, mais voilà, il avait une certaine dévotion envers moi, tout ça. Voilà, mon copain actuel n'est pas soumis. Par contre, dans ma vie, en dehors du professionnel, enfin, je pratique aussi. Comme je disais tout à l'heure, j'ai des soumises. Parfois, je vais en soirée juste pour moi et je me fais kiffer. Il y a des soumis, ils me payent même pas. Et en fait, sur le moment, si j'ai envie
envie de jouer avec eux, je vais jouer avec eux. Mais donc tu ne te fais jamais pénétrer? Moi, non. Si, mon partenaire, si, honnêtement. Si. Ouais, si. Mais encore une fois, déjà avec lui... t'es pas soumise, quoi. Alors là, je commence à découvrir. Alors, je suis pas soumise, c'est pas mon caractère. Mais je commence, pour la première fois de ma vie, à découvrir un petit peu des pratiques avec mon partenaire actuel, où voilà, je me laisse un peu plus... Bah oui, j'ai essayé un peu le bondage, j'ai essayé de lâcher prise, on va dire, parce que j'ai beaucoup de mal à lâcher prise, donc j'ai essayé un peu de me mettre dans une position de soumise. De temps en temps, ça me plaît, mais en fait, ce que j'aime dans ma sexualité, c'est qu'elle est très complète. C'est-à-dire que j'ai mes soumis, j'ai le professionnel et l'intime, donc mes soumis dans ma vie intime, mes soumises, mes partenaires de jeu en soirée, et j'ai mon partenaire avec qui je vais faire du sexe parfois plus vanille, parfois quand même intense, mais pas forcément vanille, où voilà, je vais être plus un peu soumise, ou oui, j'ai déjà essayé certaines pratiques. En plus, je trouve ça important de se mettre à la place de mes clients et de mes soumis. Et en fait, je pense que, je sais pas, tu me dis, mais en fait, pour moi, on peut complètement ne pas être dominatrice dans de la pénétration. Et puis aussi, parce que tu vois, tu dis que t'es pas à l'aise, que c'est pas ta personnalité d'être soumise, etc. Ouais. Mais on peut aussi changer de regard là-dessus, c'est-à-dire que tu peux être pénétrée par peu importe quel endroit. Pour moi, être pénétrée, c'est pas être soumise. Non, non. Mais c'est juste que quand tu dis que ton caractère n'est pas d'être soumis, ça, je le comprends très bien, mais que j'ai l'impression que t'as moins l'habitude de te faire pénétrer que plutôt de pénétrer. En vrai. Ouais. C'est vrai que j'ai tellement l'habitude de pénétrer des personnes. Enfin, il y en a qui vont me penser que je suis hyper à l'aise dans ma sexualité. Et je suis très à l'aise. Je suis très libérée sexuellement, mais c'est vrai que c'est plus facile pour moi de dominer un mec et de prendre contrôle aussi. Exactement. Et tu peux aussi... Alors, c'est ça que je voulais te dire, c'est que tu peux contrôler aussi ta pénétration. Bien sûr, ça, je suis d'accord. C'est pour ça que tout à l'heure, je sais pas si tu te rappelles, mais je te disais qu'en vrai, tu pouvais être dominatrice et te faire pénétrer pour moi. Moi, je le propose pas, mais genre, c'est toi qui mène la danse, qui mène laisse au mec et qui est le... Enfin, voilà, il y a tellement de formes de BDSM, c'est ce que j'aime encore une fois, c'est qu'il y a tellement de manières de faire, il y a tellement de pratiques, il y a tellement de personnes différentes, de profils différents, de manières de faire. Tu peux être maso mais pas soumise, donc aimer la douleur et voilà, mais pas être forcément soumis. Il y a tellement de choses à faire. Et c'est important de dire, je trouve quand même que c'est vraiment un cadre particulier. C'est-à-dire qu'on peut adorer la soumission, mais dans ta vie, ne pas du tout aimer ça. Bien sûr, la plupart des clients et des soumis, j'aime pas forcément dire client en fait. Oui, t'es soumis. Alors parfois c'est des clients, ok, mais voilà, soumis. Bon, alors il y a un peu le cliché là, du mec, du chef d'entreprise, qui est chef d'entreprise. Honnêtement, j'ai de tout, parce que ça, tu m'as pas posé la question. Non, je pense que c'est intéressant d'en parler une minute. Mais j'ai tout type de personnes. Les profils, il y en a pas vraiment en fait. Et alors oui, il y a ce cliché là qui revient souvent, effectivement, d'un mec qui gère bien sa vie, qui est cadre, qui est père de famille, voilà, qui a besoin de lâcher prise, qui a besoin d'être, voilà, sur le moment en fait, qui gère tellement. En fait, au quotidien, il gère tellement. Il y a tellement de pression sur eux, de qui ils doivent être, comment ils doivent gérer, qui veulent encore une fois être rien sur le moment, parce qu'on attend tellement d'eux qu'ils veulent déconnecter et n'être rien sur le moment, d'être juste un objet même, que ce soit moi qui contrôle et voilà, et c'est facile en vrai, c'est souvent plus facile finalement en fait de s'abandonner à ce moment-là que de contrôler. Enfin pour moi c'est le contraire, hein, mais pour ces personnes-là en tout cas, et à ce moment-là ils veulent vraiment déconnecter. Mais j'ai de tout type d'âge. Maintenant je suis vraiment étonnée de voir que j'ai des jeunes de plus en plus, et ça je suis contente parce qu'on en parle bien, plus, ça libère, parce que on libère la parole, parce que avec internet aussi, je pense que très vite ils peuvent voir quels sont leurs fantasmes, vers où aller, l'univers. Je trouve ça génial que de plus en plus il y ait des jeunes qui libèrent la parole, parce que je suis convaincue qu'il y a beaucoup d'hommes, de femmes qui s'autorisent pas, tu vois, à avouer et à être à réaliser des fantasmes. C'est tellement dommage, et c'est pour ça parfois c'est plus facile de venir nous voir, nous en tant que professionnels, parce que c'est un cadre, c'est un moment donné, et c'est plus facile parce qu'ils n'ont pas assumé. Oui, mais c'est dommage d'aller voir des professionnels. Je suis d'accord. Alors ça dépend. Non, je parle de quand t'es en couple. Oui. Je parle de quand t'es en couple, c'est dommage de pas. Mais il y en a qui préfèrent avoir un cadre, genre qui n'ont pas forcément envie que ça. Moi, j'en ai déjà discuté avec des. Parce que moi, ça m'intéresse. J'aime trop discuter en fait en général, aller plus loin, enfin comprendre d'où viennent certains fantasmes, certaines choses. Et en fait, il y en a qui me disent, en fait, j'ai déjà fait avec des copines, des partenaires, mais moi, j'aime que ce soit à un moment donné. Puis vous êtes professionnel, vous savez comment faire telle pratique, me mettre en place des choses, me mettre dans un cadre et dans un univers où en fait, malheureusement, quand c'est des personnes novices, c'est cool aussi, on explore. Mais il y en a qui veulent plus, ils veulent. Et voilà, après, c'est un truc de consommation aussi. Parfois, c'est parfois égoïste
égoïstes, quoi. Ils veulent consommer quelque chose sur le moment. Faut réussir à trouver l'équilibre. Bien sûr, mais je trouve ça important qu'on en parle aussi dans le couple. Ouais, grave. Voilà, moi... Mais justement, mon couple de potes, là, c'était lui, il dit, mais je veux que tu ailles là-dedans. Elle dit, oui, je peux essayer. Il fait, non, mais je veux pas que tu essayes, je veux que tu l'assumes, parce que si tu l'essayes, moi, ça m'excite pas. Je veux que tu sois convaincu. Mais c'est ça, en fait. C'est ça qui est dur, en fait, qui est difficile, parce que même si tu as envie de tester, et c'est très rare de trouver une dynamique totalement D et S, comme on dit, donc dominante, soumise au quotidien, etc. Il faut faire le test sur Internet. Ouais. BDSM, je sais plus comment il s'appelle. Moi, je l'ai fait, le test. Ah oui, alors je suis switch. Ah ouais, t'es switch. Ouais, paraît-il. Ouais. Bah ouais, écoute. Ok, bon, il faut qu'on avance un petit peu parce que. Oui, on n'a plus beaucoup de temps. En fait, on pourrait en parler pendant des heures. Mais moi, vraiment, on peut faire une partie 2, limite. Hein, on pourrait faire. Moi, voilà. Bah ouais, franchement, les gens, si ça vous intéresse, si vous trouvez qu'on peut aborder d'autres choses, n'hésitez pas à nous le dire. Moi, je trouve que ça va trop vite. En fait, il y a tellement, j'aimerais tellement approfondir beaucoup de ce. Enfin, on passe du coq à l'âne, puis on revient sur les sujets. Il y a tellement de choses à explorer, à discuter. En fait, il y a tellement d'anecdotes. Mais ouais. Mais peut-être qu'on fera une partie 2, peut-être que. Bah comme tu veux. En tout cas, je lance ça comme ça. Moi, je suis ouverte. Mais bon, en effet, toutes les personnes qui nous écoutent là ou qui nous regardent, n'hésitez pas à nous dire si vous voulez qu'on reçoive Lilith à nouveau et on rentrera encore plus dans les détails. Je voulais savoir si tu rencontres des difficultés ou des moments de doute quant au danger ou au jugement extérieur. Alors, non. De l'insécurité dans ton travail. Personnellement, non, mais alors oui. En fait, moi, je considère que je suis privilégiée dans le travail du sexe et dans mon travail. Et ça, je l'assume totalement. Rien que venir aujourd'hui, par exemple, et parler à visage découvert, avoir pu me out auprès de ma famille, de mes amis, c'est un privilège parce que malheureusement il y a beaucoup de femmes qui restent dans l'ombre, qui ne peuvent pas en parler autour d'elles, qui doivent se cacher. Il y a aussi, moi par exemple quand je parle de privilège, c'est que moi je peux choisir, je ne suis pas précaire, je peux choisir mes clients parce que voilà, en fait ça fait rêver le travail du sexe, mais malheureusement la réalité, j'aime pas ce cliché là non plus de la pauvre TDS malheureuse. Il y a de tout, il y a plein de profils différents, mais voilà, il y a aussi beaucoup de personnes parfois précaires et donc oui, pour moi c'est une chance parce que je peux choisir mes clients, je peux choisir qui je peux pratiquer en toute sécurité. Et t'as des personnes qui malheureusement doivent, surtout que c'est interdit. Enfin, ce que je fais c'est légal, j'ai le droit d'exercer, mais les clients n'ont pas le droit de venir me voir. Les soumis n'ont pas le droit. C'est fou quand même, c'est très paradoxal. Enfin, oui, c'est paradoxal. Ouais. C'est une manière d'accepter mais de cacher la chose et en même temps de. Et en fait, ça crée malheureusement plus de problèmes. Quand tu dis qu'ils n'ont pas le droit, c'est-à-dire c'est illégal. C'est d'avoir recours à la prostitution. Moi, j'ai le droit de me prostituer, j'ai le droit de faire de la domination, de recevoir des clients. C'est vrai, mais eux n'ont pas le droit de venir me voir. On marche sur la tête. Hein. C'est n'importe quoi. Et c'est dommage. Et en fait, ça pousse certaines travailleuses du sexe à être encore plus dans l'ombre, à se cacher encore plus. Et les clients, ça leur donne encore plus de droits. Pas pour moi, mais je tiens quand même à parler 2 secondes parce que j'ai quand même des amis qui sont travailleuses du sexe, escortes ou qui travaillent même dans la rue. J'ai déjà parlé avec ces personnes-là parce que c'est important de leur donner la parole en fait. Et ouais, malheureusement, elles me disent qu'elles doivent encore plus se cacher, que le client se prend encore plus tout permis, genre limite à négocier, à enlever le préservatif ou quoi, parce qu'en fait ils sont en mode ouais mais moi je prends des risques, toi tu prends pas de risques, alors que si, mais c'est moi le client et moi je risque enfin c'est pas légal ce que je fais, ou même pareil, enfin toutes ces personnes qui voudraient abolir en fait la prostitution, en fait je trouve ça tellement égoïste et tellement, en fait déjà ces personnes-là elles n'ont presque jamais, ou elles n'ont jamais parlé avec des travailleuses du sexe, elles ne leur ont jamais posé la question de elles, comment elles se sentaient, dans quel cadre elles voulaient travailler, qu'est-ce que leur ressenti en fait, leurs besoins, comme voilà, la plupart elles aimeraient avoir plus de droits et que ça soit encadré d'une certaine manière, mais elles ne veulent pas que ça soit interdit, et le problème c'est que plus tu vas interdire, plus ça va laisser place à des choses et des réseaux et des trafics encore plus sombres qui n'existent déjà. Et par exemple aussi il y a des femmes qui sont poussées à avoir des proxénètes parce que justement elles ont peur pour leur sécurité et donc elles prennent, enfin voilà, il y a tellement de sujets, et ça je pense que je suis moins capable d'en parler parce que voilà, j'ai mes copines qui me parlent de ça, j'ai la réalité de ce que je vois, mais je ne le vis pas. Mais en tout cas, ouais, j'aimerais que ça soit un peu plus. Mais tu fais bien de le préciser. Et pareil, on pourrait en parler pendant des heures. Et pareil, moi, je suis privilégiée, donc j'ai envie au moins d'en parler. Je veux pas faire la même forme. Ah, c'est que du bonheur. Moi, je me fais beaucoup d'argent. Je suis riche. Enfin non, TDS, ça va. Non, mais c'est important de parler de ça, de le reconnaître. Merci de le dire. Merci pour elle aussi, parce que en effet, t'es dans une situation privilégiée. Tout le monde n'est pas dans ce statut-là. Tout le monde ne fait pas ce métier par choix. Aussi. Après, je veux pas non plus que ça soit moi, j'ai envie d'être entre les deux, quoi. Ni le truc de la pauvre fille qui est forcée, voilà, ni en même temps c'est trop cool et voilà, on libère la femme. Oui, mais tu sais, je pense en t'écoutant, on va pas croire ça en fait. Je pense que moi, de ce que j'en retire là de cet entretien-là, déjà je trouve ça génial. Je te trouve vraiment trop génial parce que t'as vraiment, j'ai l'impression, je te vois pas en séance, mais t'as l'air
très à l'écoute de l'autre, très au courant de ce qui se passe, de connaître tes limites, de connaître les limites de l'autre. Et surtout, je crois pas que les gens, enfin, évidemment, il y a des gens qui vont peut-être penser ça, mais la globalité des gens qui écoutent cet épisode, je pense pas qu'ils disent oh la pauvre, ou se dire ouais bah ça va, elle est dans une situation hyper confortable. Exactement. Je crois que c'est pas évident de faire ce métier, tu vois, c'est pas facile. Ça vient répondre à plein pas d'insécurité, mais si, ça peut être insécurisant. Ah mais les gens métier, quand tu parles, voilà, tu remets en question beaucoup de choses qu'on leur a inculquées, qu'on leur des mœurs fort, en fait. Hein, voilà, faut assumer quoi. Et tout à fait, comme je disais tout à l'heure, je comprends que même des personnes ça puisse les choquer, mais par contre qu'elles respectent, dans le sens où ok ça te choque, ne viens pas m'insulter, ne viens pas non plus. Tu as et ne venez pas insulter dans les commentaires s'il vous plaît, parce que encore une fois globalement les gens qui écoute le podcast sont très bienveillants, mais il y a toujours des gens. Mais bien sûr, on sait pas, c'est internet en fait. Si tu vas voir les commentaires, il y aura des gens. De toute façon, moi je m'expose sur internet, je suis ouverte à ça, je le sais. C'est comme ça. Il y a des gens forcément qui vont dire que tu fais ça pour l'argent, que c'est sale, que on peut pas écouter, qui vont se désabonner. J'ai eu des trucs comme ça, tu vois. Mais c'est aussi important de l'entendre. Mais après, c'est leur mœurs, c'est exactement. Du moment qu'il y a du respect, parfois pour moi, j'arrive à comprendre que t'es pas envie de parler de ça, que t'es pas à l'aise avec ce sujet-là. Et ok, là-bas, c'est juste le respect, en fait. Comme à moi, je dois respecter les personnes qui ne veulent pas en parler. Exactement. Voilà. Écoute, merci beaucoup Lilith. On verra si on fait une partie de... C'est vrai que j'ai l'impression que j'ai presque rien dit, alors qu'on a dit tellement de choses, mais... Je sais pas, je pense que c'est normal, toutes les personnes qui font un peu... Enfin, j'ai l'impression que je sais pas si j'ai été dans les sujets que j'ai voulu aborder, je sais pas si... Ça, je sais pas, ça c'est toi et toi. Je sais que t'as répondu à plein de questions, mais en effet, moi-même, je suis frustrée sur des trucs parce que j'aurais aimé qu'on ait plus de temps. Mais n'hésitez pas encore une fois à nous dire si vous voulez une partie 2. Je suis très contente de t'avoir reçu en tout cas. Merci, moi aussi. Je tenais à dire d'ailleurs, j'ai oublié, tout à l'heure on parlait de comment j'ai construit ma sexualité, etc. Moi je sais que je t'ai vu très tôt sur internet. Et je te suivais, j'avais 15 ans. Alors, je dis pas que tu m'as aidé sur ma sexualité, etc. Mais aussi, tu m'as aidé je t'ai suivi quand j'étais jeune. Et ouais, tu m'as aidé pour la confiance en soi, etc. Et ouais. Trop bien. Donc, je suis contente de te voir aujourd'hui parce que ouais, je te suis depuis très longtemps. Trop donc, c'est un honneur et voilà. Merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. On a vachement appris avec toi et je pense en effet que c'est important de parler des différents métiers chez les TDS, les travailleuses du sexe. On le rappelle, évidemment, cet épisode n'existe pas pour promouvoir ce milieu, mais pour mieux comprendre vraiment, je le reprécise à nouveau. Merci à ceux et à celles qui ont écouté cet épisode, qui l'ont regardé sur YouTube. N'hésitez pas que vous pouvez n'importe quoi. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner au podcast et que vous pouvez vous abonner à YouTube, à ma chaîne YouTube, à Instagram, à partout. Voilà, écoutez, vous pouvez me suivre aussi sur Twitch, parce que je suis aussi sur Twitch. Et je vous dis à la semaine prochaine, même studio, même micro. Je vous embrasse. Ciao. Podcast.